Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette émission Checkpoint en partenariat avec la Fondation pour la recherche médicale. Très heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission de l'année 2025. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait parlé de santé mentale et c'était passionnant à retrouver évidemment sur YouTube. Cette semaine, on va retrouver sur YouTube sur la chaîne de la Fondation pour la recherche médicale. Allez la checker, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va faire une émission spéciale consacrée à la santé des femmes et à l'endométriose en particulier. Avec moi sur ce plateau pour commencer, j'ai le plaisir de retrouver Valérie Le Marchandel. Bonjour Valérie. Bonjour Jean. Tu vas bien? Très bien. Contente de te retrouver, tu es la directrice également scientifique de la Fondation pour la recherche médicale. Merci d'être avec nous. On est également avec Valérie Desplanches. Bonjour Valérie. Bonjour Jean. Merci d'être avec nous, tu es la présidente de la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, qui est une fondation abritée par la FRM. Oui. Ça veut dire quoi, une fondation abritée ? Alors une fondation abritée, ça porte bien son nom, c'est qu'on est au sein quelque part de la Fondation pour la recherche médicale qui porte l'entité juridique, qui a la responsabilité juridique et administrative. Et c'est une façon pour une fondation jeune, comme la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, de pouvoir avoir un statut finalement. Parce que c'est un long parcours, une fondation, il faut des fonds importants, passer au Conseil d'État, etc. Ça permet d'accéder beaucoup plus facilement à un statut de fondation, de bénéficier du statut de fondation de reconnue d'utilité publique, et puis d'être accompagné par la FRM en fait sur les parties gestion administrative, conseil, même plus large que ça. C'est un peu parrainé, enfin il y a un lien qui se crée un petit peu, un peu comme une spin-off ou un peu une start-up rattachée effectivement à la grande maison mère. Donc c'est un statut qui est pratique et intéressant et avec une vraie relation. Ça permet d'agir plus vite dans le concret. La maison mère, du coup, la FRM, la maison mère, vous en abritez beaucoup On en a 5 aujourd'hui, du même type que 5 celle fondations abritées. Alors de ce type-là, de chercheurs. Pour la FRM, ça fait de toute façon partie de sa mission sociale. Alors, rappelle-nous ce que c'est que la FRM. La FRM, c'est une fondation reconnue d'utilité publique, une organisation à but non lucratif, qui agit uniquement grâce à la générosité de ses donateurs, des entreprises mécènes et aussi de ses testateurs, qui sont des personnes qui vont léguer. Testateurs, c'est les testaments, c'est ça? Voilà, tout ou partie de leurs biens au profit de la FRM. Donc indépendance financière et avec 2 grandes missions. La première, c'est de soutenir la recherche biomédicale en France sur toutes les disciplines et toutes les pathologies. Et puis une autre mission importante d'information du public sur les enjeux et les résultats de la recherche. D'où cette émission. D'où cette émission. Rappelle-nous combien de projets de recherche vous soutenez par an? En moyenne, 450 nouveaux projets de recherche dans tous les domaines pour un total qui avoisine les 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. Eh ben c'est beaucoup, mais c'est chouette, il en faut. Pourquoi est-ce qu'on fait ce live ensemble, Valérie? Alors on fait ce live dans le cadre de cette belle mission d'information pour nous adresser à un public, ton public relativement jeune, et de partager avec eux ce qu'est la recherche, le quotidien de la recherche, sur des sujets qui correspondent à des enjeux de santé majeurs, des enjeux sociétaux aussi. Et on a toujours la joie d'accueillir donc des invités, experts, patients, médecins, pour partager de manière très interactive ce qu'est la recherche, là où on en est, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas encore, et de manière vraiment très transparente, objective, sans faire de fausses promesses. Je suis bien d'accord avec toi, la recherche et la recherche médicale en particulier, c'est un peu obscur pour des gens comme moi, assez extérieurs à ce monde-là, et je suis très curieux de comment travaillent, et on est tous sur cette chaîne assez curieux, de comment travaillent les chercheurs, sur quoi ils travaillent, quels sont les progrès qui sont réalisés, quels sont leurs espoirs et leurs attentes aussi pour l'avenir, et comment on peut les aider et comment on peut les soutenir. C'est toutes ces questions-là qu'on va se poser dans ce live aujourd'hui, consacré, je le disais, à la santé des femmes. Valérie, je me tourne vers toi. Quand on parle de santé des femmes, de quoi on parle? C'est vaste comme sujet.
Oui, c'est vaste, hein, mais c'est tout ce qui est spécifique à la femme, en l'occurrence. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui pas mal il y a la santé, j'allais dire, normale au cycle de la femme, hein, qui commence au moment, on parle de santé menstruelle, hein, au moment de l'apparition des règles, qui va jusqu'à la ménopause. Ça, c'est la vie normale, mais qui est spécifique aux femmes. Et puis, il y a toutes les pathologies qui sont aussi spécifiques aux femmes. L'endométriose, c'en est une importante, hein, c'est 1 à 2 femmes sur 10. Donc, c'est important, mais il y a d'autres pathologies, comme les fibromes, par exemple, utérins, les syndromes des ovaires polykystiques, le cancer du sein. Enfin, il y a des pathologies qui sont extrêmement spécifiques et tout ça est englobé dans la santé de la femme. Ça a des retentissements sur la vie personnelle et des retentissements sur la vie professionnelle. On en parle moins, mais c'est un facteur d'inégalité finalement entre les hommes et les femmes. Vas-y Valérie, je t'en prie. Je suis tout à fait alignée avec ce que vient de dire Valérie. J'ajouterais que la santé de la femme, quand on parle de santé de la femme, on parle aussi de pathologies qui peuvent toucher les hommes et les femmes, mais qui sont plus fréquentes chez les femmes, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Alors on va en parler, on a un visuel en l'occurrence qui présente quelques informations, quelques stats sur la santé des femmes. Alors c'est pas celui-là, c'était l'autre, enfin si c'est celui-là, sur la santé des femmes. On voit par exemple un truc intéressant, 80% des patients atteints de maladies auto-immunes sont des femmes. Déjà, c'est quoi une maladie auto-immune ? Il y en a une des deux qui est capable de me le dire. C'est le système immunitaire finalement qui se retourne contre soi en fait. Le système immunitaire, il est censé s'attaquer à des corps étrangers ou des bactéries, des choses qui n'appartiennent pas au corps en fait. Et le système immunitaire dysfonctionne, il se retourne contre les propres cellules de son corps en fait, pour schématiser un peu. Et ça provoque des inflammations, souvent des douleurs, enfin tout un tas de symptômes effectivement, plus ou moins graves. Et donc 8 personnes sur 10, c'est quand même un constat d'inégalité entre les hommes et les femmes assez impressionnant sur cette maladie. C'est un très bon exemple de cette inégalité et qu'on ne sait pas complètement expliquer aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement chercher. Après, il y a, on le sait, la santé des femmes est différente de celle des hommes en raison, c'est assez trivial, mais de différences biologiques. Qui sont liées au sexe à la naissance, c'est-à-dire que un corps féminin n'est pas un corps masculin, mais lié aussi à des différences dans les comportements et aussi ce qu'on pourrait qualifier d'inégalités de genre, qui sont, selon qu'on se place au sein de la famille, à l'école, au travail ou dans la société, c'est des opportunités, même des droits qui vont être différents selon... Qui vont être différents, non, c'est intéressant. On retrouve les inégalités de genre aussi dans la santé. Il y a quelqu'un dans le chat qui pose une question intéressante. C'est quoi votre petit ruban rose ? Vous portez toutes les deux un petit ruban jaune. Pardon. Je suis nul en couleur aujourd'hui. Je vais laisser Valérie Valérie, c'est quoi le jaune, c'est l'endométriose. Hein. C'est la couleur symbole de l'endométriose. Et je rappelle que tu es la présidente de la Fondation pour la recherche sur l'endométriose. Donc, c'est tout à fait adapté. Et que dans cette émission, nous allons parler d'endométriose. Je reviens donc sur ces inégalités entre les hommes et les femmes. On a un autre visuel aussi qu'on a sorti qui nous montre des stats assez intéressantes. Notamment, je le vois en bas à gauche, la dépression est 50% plus courant chez la femme. C'est impressionnant ça aussi comme chiffre. Il se trouve que moi, je suis concerné par ce sujet-là. Ça m'a un peu sauté aux yeux. Quand je l'ai vu, je ne savais pas que les femmes étaient à ce point-là plus concernées par la dépression. Et on a du mal à expliquer pourquoi. C'est difficile à... Il y a probablement des facteurs psychiques eux-mêmes qui sont liés à la charge mentale. Aujourd'hui, on parle quand même, et la charge mentale est importante chez les femmes. Puis il y a des facteurs biologiques aussi, Valérie en parlait. Il y a effectivement les hormones. On sait que le système hormonal de la femme, évidemment, est très différent de celui de l'homme. Et il y a pas mal de choses qui sont liées à ce fonctionnement hormonal, en fait. Et après, il y a plein de choses qu'on n'explique pas non plus. Qui amènent à des prédispositions différentes. Il y a un engagement de longue date de la Fondation pour la recherche médicale sur l'endométriose. Sur l'endométriose et sur la santé des femmes, oui, depuis longtemps. Oui, depuis 12 ans, on a comptabilisé plus de 280 projets de recherche pour un peu plus de 30 millions d'euros. Oui, parce que c'est un sujet majeur. Et trop longtemps, la santé des femmes n'a pas été suffisamment considérée. Et en recherche. Et en recherche. C'est des crédits très faibles par rapport à la santé en général, en fait. Et en pratique clinique aussi, résumant la santé des femmes à la santé reproductive, je dirais, alors que la femme n'a pas que des seins, un utérus, elle a d'autres organes. Des ovaires, elle a d'autres organes.
Des études cliniques qui n'étaient pas faites sur les femmes parce que fonctionnement cyclique, risque de grossesse, donc pour des bonnes et des mauvaises raisons. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a augmenté. Il y a vraiment des objectifs d'avoir autant d'inclusion de femmes que d'hommes dans les études cliniques, mais ça amenait à des conclusions finalement qui n'étaient pas justes, parce qu'on étudiait un modèle masculin, en fait, des molécules sur un modèle masculin, on ne voyait pas l'impact sur un modèle féminin. Donc il y a un vrai sujet qui bouge lentement, qui avance. Ça bouge. Enfin, c'est intéressant. Vous voyez, vous, une évolution? Oui. Ça avance. Oui, ça avance. Dans les pratiques de recherche, Valérie a raison. Nous-mêmes, à l'AFRM, depuis, je pense, 2-3 ans, on indique dans tous nos appels à projets, donc auxquels répondent les chercheurs, que la prise en compte du genre et du sexe dans les projets de recherche, quelle que soit la discipline, doit être importante, de manière à ce qu'il n'y ait pas de biais de genre dans la production des connaissances, même si on est sur des projets très amont, qui ne sont pas des projets de recherche clinique. Ça fait partie en utilisant des animaux, d'utiliser des animaux femelles, des animaux mâles, de manière à ne pas avoir de biais dans les résultats. D'accord, et donc ça fait partie des critères de la FRM, d'accord, c'est intéressant. C'est quoi le plus important quand on parle du combat en faveur de la santé des femmes? Est-ce que c'est de sensibiliser le grand public? Est-ce que c'est de lever de l'argent? Est-ce que c'est de mobiliser la communauté des chercheurs? Est-ce que c'est... Tout à la fois. C'est tout à la fois. D'accord. Non, mais ça commence par la sensibilisation, parce qu'en fait, si on n'en parle pas, forcément, on ne sait pas d'ailleurs, parce que la plupart du temps, on ne sait pas que ça existe. Et puis après, effectivement, ça permet de mobiliser. Le financement, c'est important. Le financement de la recherche sur la santé de la femme, il reste très, très faible. Ouais. Donc, le financement de la recherche, en général, est insuffisant, et c'est pour ça que les financements privés sont aussi importants. Mais sur la santé de la femme, ça reste très, très faible, donc il faut augmenter les financements. Et c'est un peu une espèce de... Enfin, on a un peu l'impression de se battre, malheureusement, mais c'est vrai que c'est un peu quelque chose qu'il faut pousser régulièrement, en fait, pour qu'on ne perde pas ça de vue. On a un peu trop tendance, pour des critères d'équité, en disant « mais non, l'équité, elle n'est pas là aujourd'hui ». Donc, il faut déjà arriver à remettre de l'équité et donc, du coup, renforcer la partie recherche santé de la femme, c'est sûr. J'ajouterais qu'en matière de santé des femmes, de santé en général, mais de santé des femmes en particulier, il y a un enjeu de prévention. Oui. Et qu'effectivement, mieux connaître les pathologies qui touchent les femmes, mieux connaître les symptômes qui concernent les femmes. Il y a par exemple le sujet des pathologies cardiovasculaires qui sont en fait aujourd'hui la première cause de mortalité des femmes en France, il me semble. D'accord. En fait, la problématique n'est pas qu'elle touche plus les femmes que les hommes, mais que les symptômes sont différents, notamment dans le cas de l'infarctus. Qui en fait... Les symptômes ne sont pas les mêmes entre les hommes et les femmes? Les symptômes ne sont pas les mêmes. Forcément les mêmes. Pas forcément les mêmes. Ils peuvent être différents, voilà. Plutôt des symptômes digestifs et pas les fameuses douleurs auxquelles on fait référence. Ce qui entraîne des inégalités, déjà chez les femmes elles-mêmes qui ne se rendent pas forcément compte, et chez les professionnels de santé aussi, donc qui peut entraîner des retards à la prise en charge. Et puis après, il y a un sujet d'éducation des femmes elles-mêmes. Il faut quand même reconnaître que les femmes elles-mêmes se censurent énormément, en fait. On appelle le médecin plus tard, on fait passer, il y a plein d'études qui montrent que les femmes font passer leurs rendez-vous médicaux après ceux de leur famille. L'endométriose, c'est un cas. Toutes ces générations de femmes, on l'a fait, qui disent à leurs filles « mais c'est normal d'avoir mal pendant ces règles parce qu'on a eu ça ». Et en fait, on entretient ce sujet chez les femmes elles-mêmes. Donc on ne peut pas non plus... je pense qu'il y a de l'éducation à faire chez les petites filles et chez les femmes aussi là-dessus. En tout cas, c'est un levier important pour combattre les inégalités. Si on peut y participer, nous, on le fera évidemment au maximum. J'ai posé la question à Valérie tout à l'heure, mais pas à toi. Que fait la FRE? Que fait la Fondation pour la recherche sur l'endométriose? Alors la Fondation, elle fait ce que font les fondations pour la recherche médicale en général, donc avec du financement de projets de recherche, avec des appels à projets annuels. Notre caractéristique, parce qu'on n'a pas encore des moyens énormes, et aussi parce qu'il y a une place qui est vraiment importante, c'est du financement d'amorçage. Donc on a une prime à l'innovation sur des hypothèses scientifiques qu'ont les chercheurs, et quand il n'y a pas beaucoup d'évidence scientifique, c'est compliqué pour les chercheurs de trouver des financements. Et donc nous, on est là finalement pour leur mettre le pied à l'étrier, donc on appelle ça un amorçage. On leur donne des financements qui sont de l'ordre de 40-50 000 euros, qui leur permettent d'accumuler de l'évidence scientifique sur des preuves de concept, des premières études, et d'aller chercher des financements plus tard. Mais on accompagne aussi les chercheurs, en leur apportant des formations, des sensibilisations pour améliorer les chances de réussite des projets. On fait aussi de la sensibilisation
beaucoup. Hier soir, on avait une conférence pour le grand public sur les avancées de la recherche. Et puis, on organise des sessions que j'appelle de friction scientifique, multidisciplinaires, parce que l'endométriose, ça a été longtemps l'apanage des gynécologues. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on considère que c'est une maladie gynécologique. C'est vrai et c'est faux. C'est une maladie inflammatoire systémique qui va se mettre bien au-delà des organes génitaux. Et donc, en fait, il faut faire intervenir d'autres experts. Donc, en fait, on met des experts différents autour de la table, comme on peut le faire avec l'Institut Curie, par exemple, pour comparer ces thématiques et faire avancer la recherche sur l'endométriose. Donc, on intervient un peu sur tous les maillons faibles un peu de la recherche, où on peut aider à faire avancer, puisque la mission, c'est d'accélérer la recherche sur l'endométriose. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de cette émission pour des personnes qui sont étrangères à l'endométriose, étrangères au monde de la recherche médicale? C'est quoi les messages que vous voudriez qu'on réussisse à faire passer? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il faut prioriser. Déjà que la santé des femmes, c'est un vrai sujet, ça doit être pris en compte. S'agissant de l'endométriose, effectivement, relayer le fait que la recherche doit être fortement encouragée et qu'aujourd'hui on manque de moyens pour ça. Et de manière plus globale, que la recherche est importante pour répondre à beaucoup de questions. Parce qu'on ne pourra mieux diagnostiquer, mieux traiter que si on la comprend, cette maladie. Et aujourd'hui, on n'en comprend pas tous les aspects. Et j'ajouterais, moi j'ai toujours le rêve de susciter des vocations. Ah oui. Et je pense que c'est important aussi que des jeunes qui sont dans des périodes comme ça où ils finissent leurs études ou aient envie de se pencher sur ce sujet et d'y consacrer leur carrière, en fait. Ça serait un rêve. Eh ben, on va tout faire. En tout cas, on va recevoir sur ce plateau chercheurs, médecins, personnes concernées. Mais avant ça, une petite transition avec une vidéo. Vous allez voir une petite vidéo d'une médecin-chercheuse qui s'appelle Christelle. Elle travaille à Rennes, elle est professeure en anatomie et elle va nous parler de son travail sur le sujet de l'endométriose. Et on se retrouve en plateau juste après pour parler de cette maladie. À tout de suite. L'endométriose, c'est le cheval de Troie de la santé de la femme. L'endométriose, c'est une maladie chronique, systémique, qui affecte la qualité de vie de la femme et qui va avoir des expressions multiples et variées, gynécologiques, digestives, urinaires, cérébrales. Et en fait, elle est caractérisée par la présence de muqueuses utérines ou de cellules de l'utérus, en dehors de l'utérus. En fait, ces cellules, elles vont être influencées par l'environnement hormonal, comme l'utérus. Donc ça va saigner pendant les règles et faire mal, c'est inflammatoire. Ça va peut-être même se fibroser, donner des nodules qui donnent ces douleurs mécaniques invalidantes. C'est une maladie qui touche au moins une femme sur 10. Donc c'est une maladie qui est extrêmement fréquente. C'est également une pathologie qui entraîne un coût pour toute la société, qui est évalué en France à environ 10 milliards par an, du fait des soins, du fait des arrêts de travail, des consultations à répétition. On sait qu'il y a environ 7 à 10 ans d'errance médicale, donc beaucoup de consommation de soins, et que c'est une maladie chronique systémique tout au long de la vie, donc qui dure longtemps, pendant la période de procréation de la femme. Classiquement, le symptôme phare, c'est ce qu'on appelle la dysménorrhée, les douleurs pelviennes pendant les règles. Donc, avoir mal pendant les règles, ce n'est pas normal et c'est vraiment le symptôme clé. Et puis, il y a d'autres signes qui sont les douleurs pendant les rapports sexuels, puis les douleurs pelviennes qui deviennent chroniques, donc en dehors des règles. 25% des femmes peuvent aussi avoir des troubles de la conception, donc on parle d'infertilité. En France, l'endométriose, c'est la première cause d'infertilité féminine. Et puis on a tout un tas d'autres symptômes, des troubles pour uriner, des troubles digestifs, et puis d'autres troubles qui sont des fourmillements dans les jambes, des fourmillements dans les bras, parfois quand il y a des atteintes diaphragmatiques, des douleurs à l'épaule, et des troubles également psychologiques, avec plus de dépression, de troubles de la concentration, de troubles du sommeil. Donc c'est une maladie qui est vraiment extrêmement polymorphe et variée en fonction des patientes.
De retour sur ce plateau de Checkpoint, votre émission avec la Fondation pour la recherche médicale. Et j'ai été rejoint par deux personnes extraordinaires que je remercie d'être avec nous. On est avec Johan. Johan Dabi, salut. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi qui suis content. Johan, tu es gynécologue obstétricien à l'hôpital Tenon à Paris. Exactement. Ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau. Je suis très content. Je crois que tu as par ailleurs un podcast. Oui, on a un podcast qu'on anime avec 3 copains qui sont aussi d'excellents chercheurs et cliniciens sur l'endométriose. Ça s'appelle EndoTalks Live. Et l'enjeu, c'est de parler justement d'endométriose à travers les papiers de recherche les plus récents pour essayer de vulgariser un petit peu ce qui se fait up-to-date dans la recherche sur l'endométriose et de rendre ça accessible au plus grand monde. Donc c'est le podcast à aller écouter après cette émission. J'espère. Redis, c'est EndoTalks Live. EndoTalks Live. Trop bien. Merci Johan d'être avec nous. On est également avec Kao. Salut Kao. Salut, ça va? Ça fait plaisir, ça va et toi? Ça va, super. Je suis content de t'avoir sur ce plateau, ma chère Kao. Tu es créatrice de contenu, jeux vidéo, animatrice et streameuse sur Twitch. Tout à fait. Moi, t'as tout dit, j'ai pas de podcast. T'as pas de podcast, t'as raté ta vie, c'est pas grave. Ma chère Kao, consoeur finalement, streameuse sur Twitch, on te retrouve sur ta chaîne qui s'appelle KO SVMD. SVMD, qui veut dire, j'ai jamais su d'ailleurs. Moi non plus. Ah, ça ne veut rien dire, d'accord. Non, les 3 lettres étant impossibles à avoir sur Twitch, j'ai roulé ma tête sur le clavier. Ah, et donc ça a fait SVMD. Oui, voilà. Mais ça a créé une petite histoire. Non, mais c'est bien, moi, j'aime beaucoup. Ma chère Kao, entre autres choses tout à fait talentueuses que tu fais sur ta chaîne, tu as témoigné de ton cas personnel au sujet de l'endométriose, un sujet une maladie dont tu souffres. Est-ce qu'on peut commencer justement par toi? Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'a été ton parcours personnel vis-à-vis de l'endométriose? Alors, mon parcours, je pense que de toute façon, il va faire écho à beaucoup de personnes, évidemment. Mais à savoir que j'ai été diagnostiquée en 2018. Donc, mi-2018, vers juillet-août. Mais qu'avant ça, donc moi, j'ai eu mes règles à 12-13 ans. Et en fait, directement, j'avais déjà des problèmes de nausées, migraines, des lancements, on va dire, très pesants en termes de douleur. Et on va dire le ventre un peu tendu. Ouais. Et à 13 ans, j'ai eu ma première échographie. Parce que justement, on ne comprenait pas pourquoi j'avais mal, pourquoi j'avais le ventre tendu. Et on m'a juste dit à ce moment-là que j'avais un kyste. Ah, donc finalement, comme quasiment chez toutes les femmes, on a des kystes comme ça et on n'avait pas à mettre un mot, on va dire, sur la douleur. Et c'était des douleurs extrêmement difficiles. À chaque fois que j'avais mes règles, justement, c'était catastrophique, c'était très irrégulier. Il y a des fois où, entre les cours, ça allait parce que je pouvais marcher, je pouvais respirer. Mais quand il y avait justement des TD de 4 heures, c'était malaise. Malaise direct, il fallait que je rentre chez moi. J'imagine, ouais. Et forcément, c'était très, très compliqué par moments. Et jusqu'à ce que, on commence à aller chez le médecin pour, on va dire, entre guillemets, réguler les règles. C'est-à-dire avoir une pilule, avoir les règles à un moment donné dans le mois. Et comme ça, on va dire, entre guillemets, les douleurs sont ciblées. Mais on ne m'a jamais dit que c'était lié à quelque chose. D'accord. Et ça, du coup, malgré le fait que je sois allée voir plusieurs gynécologues, même des femmes, c'était, on va dire, nuancé dans le sens où forcément on est sensible, on a mal pour rien, des choses comme ça. Évidemment, en cours de SVT, on ne nous apprend pas qu'avoir mal, c'est pas normal. Qu'on est juste douillette finalement. Mais ça, voilà, le Doliprane, c'est parti. Moi, j'ai appris le cycle menstruel de la femme en SVT. Oui. On n'a jamais parlé de douleur. Ah, jamais? C'était même pas abordé. J'en ai aucun souvenir du fait que... Non, juste parfois peut-être que, vous pouvez avoir mal, mais que c'était normal. Non, mais voilà. Tout est normalisé. L'échec quelque part de l'éducation de la SVT, parce que c'est quand même des années... J'ai appris plein de trucs quand même, mais... Oui, mais je trouve dommage d'être passé à côté de cette information-là, de savoir que ça peut être très douloureux et c'est pas normal. C'est ça. C'est con, c'était pas long à dire. Non, c'est juste ça prend une seconde. Bref, ça c'est pour l'éducation nationale, mais d'accord, donc continue, vas-y. Et du coup, j'ai toujours eu des douleurs, mais des douleurs catastrophiques pendant mes règles, c'était vraiment des malaises, c'est sentir des coups de couteau, justement pelviens, c'est un cauchemar. Que ce soit nausées, malaise, migraine, beaucoup de fatigue. Beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire. Et donc, en fait, c'est une maquilleuse pendant un tournage, parce que j'ai fait quelques tournages dans le cinéma, qui, en me voyant justement en PLS, en train de douiller entre 2 scènes, qui m'a gentiment dit « Écoute, je crois que tu as de l'endométriose. » Et j'ai dit « C'est quoi ?»
Et elle m'a dit, va voir quelqu'un qui est spécialiste près de chez toi. Et c'est sur cette même année, en fait, où, malgré des examens chers, très chers, qui ne sont pas forcément bien remboursés, on n'en voyait pas aux images. Et c'est le chirurgien que j'ai contacté, du coup, à Neuilly, qui m'a dit, écoute, je te fais confiance, comme à peu près toutes les femmes qui viennent me voir pour ces troubles-là, on va quand même opérer. On va faire une stélioscopie, donc en décembre 2018, voir s'il y a quelque chose. S'il n'y a rien, on aura ouvert, ça aurait été sympa, il y aura des images, voilà. Tu auras passé une bonne nuit avec nous. Et s'il y a quelque chose, tant mieux, on va faire le nécessaire pour justement enlever les lésions. Et résultat, il y en avait partout. Il y en avait vraiment partout. On m'a même sectionné le ligament de l'ovaire droit. Et c'est une opération qui est quand même assez lourde parce que les séquelles sont quand même, on va dire, un peu longues à partir. Et c'est aussi sur cette période-là où j'ai commencé à en parler donc, sur Twitch, puisque j'ai commencé en 2017. Et donc là, opéré en 2018. T'as témoigné à ce moment-là. C'est ça, je commençais vraiment à en parler en disant, écoutez, c'est normal si je ne suis pas là. On a enfin mis un nom sur quelque chose qui nous concerne, on va dire tous, parce que ce soit homme, femme, il y a quelqu'un de la famille ou un proche qui en a sûrement. Et là, malheureusement, j'en reparle énormément aussi, parce que c'est revenu. C'est revenu, et maintenant, j'ai également de l'adénomiose. Alors ? Qui est du coup une autre sorte, grosso merdo, on va dire, désolé. On va y revenir avec Johan après. Voilà, mais qui est une autre variation, on va dire, de l'endométriose dans l'utérus. D'accord. Voilà, donc on va dire que c'est pas jojo, et je vis avec des douleurs quotidiennes, de la fatigue quotidienne, du stress quotidien, socialement parlant, c'est catastrophique, professionnellement aussi. Voilà. J'ai plein de questions à te poser, Caro. Merci pour ton témoignage. Johan, tu viens d'entendre un parcours, une histoire que tu, à mon avis, rencontres régulièrement, souvent, cette errance diagnostique, cette galère. C'est exactement ça. Donc, moi, je travaille au centre expert pour l'endométriose à l'hôpital Tenon, et le parcours qui vient de nous être raconté, c'est vraiment le parcours de beaucoup de femmes qui, malheureusement, sont dans cette errance. Alors, puisque on va parler un petit peu de cette maladie. Parle-nous de cette maladie, Johan, s'il te plaît. Donc, l'endométriose, c'est du tissu qui ressemble à l'endomètre. Donc, l'endomètre, c'est la muqueuse utérine. C'est ce qui s'en va tous les mois quand les femmes ont leur menstruation pour se renouveler dans l'idée d'accueillir un embryon. D'accord. On pense qu'il y a des morceaux de l'endomètre. En tout cas, c'est une des théories pour expliquer la physiopathologie de l'endométriose, comment la maladie arrive, puisque ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien élucidé. En tout cas, une des théories qui explique pas tous les cas, mais qui explique un certain nombre de cas, c'est qu'il y a des fragments d'endomètre qui passent dans les trompes, qui arrivent dans l'abdomen. Ça arrive probablement en fait chez 70 ou 80% des femmes. C'est un phénomène qui est très fréquent. D'ailleurs, quand on fait des célioscopies, des interventions à des femmes pendant qu'elles ont leur menstruation, on s'aperçoit qu'il y a souvent un petit peu de sang dans l'abdomen. Et pour un certain nombre de raisons qu'on ne comprend pas très bien, il y a 10-15% des femmes, on ne connaît pas exactement l'incidence de cette maladie, l'incidence exacte, mais qui ne vont pas éliminer ces fragments, qui vont s'implanter, se développer et faire ce qu'on appelle donc l'endométriose, qui est cette pathologie dont on parle aujourd'hui. Et tu as évoqué tout à l'heure donc l'adénomiose. L'adénomiose, comme tu l'as dit, c'est une maladie un peu cousine de l'endométriose. Alors, endométriose, endomètre, je l'ai. Adénomiose? Alors, c'est une maladie en gros du muscle utérin, le myomètre. D'accord. D'accord. Donc, c'est pas tout à fait la même physiopathologie, mais globalement, c'est l'idée de crypte à l'intérieur du muscle utérin qui provoque et des douleurs et des saignements et qui peuvent aussi causer tout un tas de problèmes en termes de fertilité et un impact majeur parfois sur la qualité de vie des patientes qui en sont atteintes. Donc ça, c'est pour replacer un petit peu. Et alors, pour quand même avoir quelques chiffres, parce que donc, dans ce que tu as retracé, il y a plusieurs éléments très intéressants, puisque donc, on a parlé de l'errance. Donc l'errance au diagnostic que toi, tu as vécu, puisque tu as eu tes symptômes qui sont apparus très tôt, en fait, dans ta vie après. Et c'est le cas souvent chez les patientes, c'est-à-dire qu'elles ont les premières règles, la ménarche. Et souvent, on s'aperçoit que chez les patientes qui ont de l'endométriose, quand vous les interrogez, elles vous disent « mais moi, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu mal ». Et en fait, c'est assez évocateur en fait, de ce diagnostic. C'est les patientes qui peuvent parfois aussi vous dire voilà, j'ai toujours eu très mal, et puis peut-être qu'au début j'avais mal les 2 premiers jours des règles, et en fait après j'avais mal tous les jours, et puis après j'avais mal la semaine avant, etc. Et en fait des douleurs qui vont avoir tendance à se chroniciser et qui vont avoir un impact parfois, parce que c'est pas toujours le cas, on en reparlera, mais parfois dévastateur sur la vie des femmes qui en sont atteintes.
K.O., ton diagnostic a pris combien de temps entre l'apparition des premiers symptômes et le moment où on t'a dit le mot endométriose dans un cabinet médical? Attends, j'ai fait bac L, du coup, si vous pouvez faire les maths pour moi. Ça a donc commencé à 13 ans, c'est ça, et je me suis fait diagnostiquer donc en 2018. Ouais, moi, je dirais que c'est à peu près 10 ans. Hein. 10 ans, ouais. 10 ans. La moyenne, on l'a vu sur le visuel à l'instant sur les stats, la moyenne en France, c'est 7 ans. Ça t'étonne pas, Johan? On est dans ces étiages-là? On est dans ces chiffres. Alors, il faut, si je dois nuancer, on parlera tout à l'heure avec Marina, ce sera très intéressant de ce délai au diagnostic et des freins en fait à un diagnostic plus précoce, mais il faut quand même signifier qu'il y a le délai au diagnostic pour avoir le diagnostic posé l'endométriose, mais qu'il y a quand même des thérapeutiques qui sont souvent données avant, et ça c'est quand même important. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de patientes, heureusement, qu'on ne laisse pas avoir mal sans donner ni traitement, ni thérapeutique hormonale, on va revenir après sur la thérapeutique, mais qu'on ne laisse pas comme ça, même si le diagnostic formel n'est pas posé, on leur propose quand même des thérapeutiques, et ça c'est hyper important qu'on le débute le plus tôt possible pour elles. Voilà, et juste pour revenir en fait là-dessus, c'est que du coup moi j'ai été diagnostiquée en 2018, mais voilà, déjà on va dire que ça date. Les choses ont beaucoup évolué, que ce soit en imagerie aussi, en radio, même juste les gynécologues, les médecins écoutent beaucoup mieux les patientes. Et voilà, moi j'avais jamais entendu parler de cette maladie en 2018, pourtant quand on m'a expliqué que c'était quand même 1 personne sur 10, c'était juste énorme. Donc c'est juste pour rassurer les personnes dans le chat qui veulent passer des examens. On a vu dans le chat, effectivement, on a vu 2 millions Il y a beaucoup de témoignages dans le chat, hein, vous êtes très nombreux à discuter, on a beaucoup de témoignages de personnes concernées aussi, de personnes qui se posent aussi des questions. Il y a Hélène Noob qui demande est-ce que les examens pour la recherche d'endométriose demandent une pénétration vaginale? Alors ici, on parle de recherche médicale. N'hésitez pas à en parler à votre médecin, c'est très important. Ceci étant, si vous voulez répondre à la question. Alors, je ne pense pas que toi tu l'aies vécu. Non, je non, mais oui. K.O., la réponse c'est quoi? Oui. La réponse est oui. Okay. Il y a tout simplement une échographie pelvienne. Donc c'est une échographie qui rentre à l'intérieur du vagin et on check bien en fait plusieurs éléments. C'est ça. Voilà, si je peux compléter la réponse, il y a effectivement, donc aujourd'hui, on en reparlera, des algorithmes en fait pour le diagnostic de la maladie devant des patientes qui viennent avec des symptômes évocateurs de l'endométriose. Et dans cet algorithme, il y a l'interrogatoire qui est fondamental pour déjà mesurer l'impact de la maladie pour la patiente, évaluer les différentes composantes qui sont touchées, que ce soit en termes de douleur, mais aussi en termes de sexualité, de troubles du transit, de difficultés urinaires. Il y a tout un tas de symptômes que les patientes peuvent présenter. Il faut leur poser la question parce que parfois, elles ne vont pas tout dire spontanément. Et ça, c'est important parce que ça touche vraiment à l'intime pour ces femmes et ce n'est pas facile. Et puis, l'élément qui va avec, chez les patientes qui ont déjà eu une activité sexuelle, et ça aussi c'est important, une échographie effectivement, si possible par voie endovaginale, puisque c'est comme ça qu'en fait on aura les éléments les plus précis pour le diagnostic de première intention. Bon, on a la réponse. Johan, est-ce que tu sais combien de femmes sont concernées par l'endométriose? Est-ce qu'on a des stats, on a des chiffres? Alors, les stats, elles sont floues, si j'ose dire. On est sur 10% à peu près. Pourquoi est-ce qu'en fait on a du mal? Et c'est surtout ça, je pense, le point important à comprendre, c'est que on a un certain nombre de patientes qui ont de l'endométriose, qui ont parfois de l'endométriose extrêmement sévère, qui vont être parfaitement asymptomatiques. Donc en fait, quand on essaie de recenser les patientes qui ont de l'endométriose, en fait, on va rater un certain nombre de patientes pour lesquelles la maladie ne s'exprime pas sur le plan des douleurs. Et c'est aussi une des particularités de cette pathologie, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui, et ça c'est montré dans beaucoup d'études, il n'y a pas de corrélation entre l'importance des lésions anatomiques, c'est-à-dire l'importance de la maladie, des nodules qu'on peut avoir, et l'importance des symptômes. Donc on peut avoir très peu de maladies et être extrêmement symptomatique, avoir un vrai impact sur sa qualité de vie. Et inversement, vous pouvez avoir une maladie très étendue, y compris avec une atteinte digestive, ovarienne, sur la fertilité, avec 0 symptôme. Donc on peut vivre tout à fait normalement, sans même savoir qu'on a l'endométriose, parce qu'on n'a pas de symptômes. D'accord, je ne savais pas du tout, d'accord. Quel est l'impact de la maladie sur la population, sur les personnes qui sont concernées? K.O., cette maladie, ça représente quoi pour toi, pour ton quotidien, pour ta vie? Oh là là, beaucoup de choses forcément, parce qu'il faut que je me gère, on va dire, en fonction de cette maladie tous les jours, que ce soit physiquement, que ce soit moralement, que ce soit socialement parlant également, évidemment professionnellement, mais j'ai de la chance du coup d'être streameuse et de gérer mes horaires, de gérer un peu tout ça, mon planning, et que d'avoir évidemment une communauté qui comprend ce que je subis, mais c'est très très dur, dans le sens où on ne sait pas quand
les douleurs vont apparaître, on ne sait pas, parce qu'il y a plusieurs types de douleurs. Ça peut très bien être soit une douleur à l'épaule, une douleur au genou, une migraine, une douleur pelvienne, peu importe, il y a beaucoup de choses différentes. Et du coup, on va dire plus moralement, c'est dur. Ouais. C'est dur parce que ça génère énormément d'anxiété. Je pense que c'est aussi ça qui génère aussi un peu ma dépression, puisque il faut toujours en fait tourner autour. Il faut toujours prévenir, il faut toujours essayer d'anticiper ce qui peut se passer. Tu disais c'est tous les jours. Oui, c'est tous les jours que j'ai mal. Enfin, j'allais dire évidemment, mais c'est horrible. Non, mais... mais par exemple, s'il y a une soirée, s'il y a par exemple un projet, là par exemple l'émission actuelle, aujourd'hui, où je me dis est-ce que je vais avoir mal, comment ça va se passer, c'est beaucoup d'anticipation. Et c'est très dur, comme je disais, socialement parlant, parce que il y a des personnes forcément qui ne comprennent pas toujours, qui me trouvent parfois peut-être un peu chiante, un peu pénible, on va dire, de jouer là-dessus. On disait tout à l'heure. C'est ça, et également toute la fatigue autour, et évidemment dans le privé, dans tout ce qui est rapport sexuel, c'est je dirais pas impossible, mais c'est ça aussi qui peut jouer dans les relations, c'est pas évident, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends. Est-ce qu'il y a une donnée aussi dans le délai de diagnostic de 7 ans en moyenne en France qui est de l'ordre du tabou? On a du mal à en parler, les femmes en parlent peu, entre elles déjà, la société en parle très peu. Ça en fait partie ou pas? Je pense que ça a pu en faire partie, mais je crois que le tabou, il est beaucoup chez nous aussi, le corps médical. C'est-à-dire qu'on était quand même assez... Je pense qu'il y a une génération, en tout cas, pas la nôtre, mais heureuse, j'espère, mais une génération qui était beaucoup moins informée, beaucoup moins sensibilisée à cette question. Il y a des associations de patientes qui sont très proactives et qui ont vraiment fait avancer le combat, on va dire, pour l'endométriose. Et c'est vraiment elles qui ont été un vrai moteur pour justement remettre cette pathologie sur le devant de la scène. Et ça, c'est un point hyper important. Je pense que c'est pas facile pour les patientes concernées d'évoquer les choses, mais c'est plus facile malgré tout aujourd'hui. La difficulté, c'est quand, comme ça a été le cas pour toi, les patientes sont confrontées à une fin de non-recevoir du corps médical. Et c'est là où, au contraire, il faut que nous, on fasse l'effort de progresser sur tous les plans, sur l'éducation des nouvelles générations de médecins, sur l'éducation des professionnels qui sont impliqués dans le diagnostic. On va parler de la radiologie, bien sûr les gynécos, les sages-femmes, les médecins généralistes qui font de la gynéco. Il y a plein de praticiens aujourd'hui qui peuvent être amenés à faire le diagnostic de première intention. Donc c'est collectivement qu'il faut qu'on fasse mieux. On joue collectif et qu'on fasse mieux, en tout cas, pour progresser de ce point de vue-là. Tu en as parlé tout à l'heure de ta prise de parole. Alors, en tout cas, tu as parlé de ton témoignage en disant que toi, tu as découvert le mot endométriose par une autre femme qui a témoigné comme ça, au beauté entre deux portes, et que c'est comme ça que tu en as entendu parler. Est-ce que depuis que tu as témoigné, tu as d'autres témoignages de femmes? Ah oui, beaucoup. Donc, j'en parle très ouvertement sur Twitch. Sur mes réseaux sociaux, que ce soit justement quand je vais justement mal d'un coup ou juste pour faire de la prévention. En fait, ça peut très bien aller dans un sujet où on en parle en stream, en train de jouer un jeu vidéo, machin, et d'un coup on parle d'un personnage féminin et on peut dériver là-dessus. Et comme j'expliquais, j'ai on va dire 90% de ma communauté qui sont des hommes et ça leur a permis, et même évidemment aux femmes qui me suivent, de comprendre ce qui se passait chez leurs proches. Ouais. Et donc d'en parler. Et certains me remercient justement de, on va dire, normaliser cette parole-là. Et que ces personnes sont parties voir des médecins, qui sont parties voir des gynécologues et qu'ils ont réussi à poser le nom. Et d'avoir un suivi, on va dire, traitement, soit du coup avec la pilule, soit avec d'autres choses. Mais au moins de se soulager, on va dire, mentalement de ça. Alors parlons-en justement, est-ce que tu as un traitement toi aujourd'hui? Est-ce que tu prends des médicaments? Alors j'ai une pilule continue, un peu chargée. Ça veut dire quoi? Du coup, c'est une pilule continue, donc en gros je n'ai plus mes règles depuis 2018. Ok, d'accord. Donc je dois la prendre en continu. Ça n'a pas empêché l'endométriose et l'adénomiose de revenir, ce qui est très étonnant parce que c'est absolument pas ce qu'on me disait. À la fin de l'opération, où on me disait que si j'avais de nouveau mal, c'était des douleurs fantômes, etc. Pour me dire 4 ans après que les douleurs fantômes n'existaient pas et que c'est bien revenu. On voit l'évolution aussi des recherches sur le sujet. Et c'était quoi la question? Non, c'était juste ça. Est-ce que tu as un traitement? Non, est-ce que tu as un traitement, donc pilule en continu? Pilule continue, sinon, en gros, tout ce qui est antidouleur. Donc, vu que parfois je prends des antidouleurs, je dirais pas souvent,
mais on va dire de manière répétée, je change de molécule, donc je change d'antidouleur. Celui qui me marche le plus, c'est l'amaline. C'est triste à dire, mais c'est des opiacés. Oui, la lamaline, oui. C'est très, très violent. Et surtout, malheureusement, donc, j'ai de l'anxiété aussi. Donc, je suis obligée de prendre tout ce qui est anxiolytique pour essayer de calmer aussi la chose, parce que plus on y pense, plus on a l'impression que ça va se passer. Et voilà, donc c'est un peu lourd quand même. C'est assez intéressant parce que, juste pour rebondir, on n'a pas fini sur ton témoignage, il y a plein de choses qui étaient intéressantes, j'aimerais qu'on en discute. Je vous en prie, revenez dessus. Mais juste parce que tu as parlé de plusieurs choses, là tu as parlé de la lamaline, l'effet addictif des opiacés qu'on connaît aujourd'hui, la crise majeure qui est aux États-Unis, qui arrive en France avec maintenant le tramadol typiquement, qui est un antalgique, on va dire, de palier 2, dérivé codéiné et maintenant sur liste sécurisée. Donc on a une vraie problématique d'addiction aux opiacés. La difficulté chez les patientes qui ont des douleurs chroniques, quotidiennes, comme c'est le cas, c'est justement qu'on finit par tomber dans un autre travers qui est l'addiction après aux médicaments très addictogènes. Et donc, on ajoute en fait des problèmes aux problèmes. Un nouveau problème, ouais. Et en fait, on crée un autre problème. Et il y a des études qui ont montré qu'il y a par exemple 70% des patients qui ont de l'endométriose qui vont avoir recours à ce qu'on appelle des self-management strategies, c'est-à-dire qu'ils vont toutes seules s'automédiquer. Donc là, on parle des opiacés qui sont prescrits médicalement, etc. Mais il y en a plein qui vont avoir recours à l'alcool, qui vont avoir recours à un certain nombre d'addictions, de mésusages qui peuvent être nocifs pour elles et au long cours nocifs, y compris en termes d'évolution des douleurs, puisque le sevrage, on sait par exemple de ces molécules, est douloureux en soi. Et donc en fait, on rajoute un problème et c'est tout l'enjeu aussi de la prise en charge quand on les voit, c'est de pouvoir orienter les patientes et comment on va arriver à les soulager et de les libérer justement du fardeau des antalgiques quotidiens, avec une prise en charge globale et multidisciplinaire. Merci d'en parler, parce que justement, c'est vrai que j'ai eu une période avant d'être diagnostiquée de l'endométriose, j'avais vraiment très mal, où je voyais déjà une psychiatre, mais pas plus, on va dire, de description, elle disait aussi que les règles, ça peut faire mal, etc. Donc je prenais des anxiolytiques, je prenais des antidépresseurs, et j'avais rien, on va dire, je pensais que mes douleurs étaient mentales, que c'était juste... encore une fois, fantôme, comme on me l'avait expliqué. Et c'est vrai que j'ai eu ce moment où je prenais mes médicaments en prenant de l'alcool parce que je voulais juste me reposer. Et ça, c'était dur, c'était vraiment des périodes très très sombres. Et effectivement, ça, c'est dans l'errance médicale, on ne comprend pas en fait. Juste, on ne comprend pas. On a eu des témoignages dans le chat, effectivement, de personnes qui font le lien, elles aussi, entre l'anxiété et l'endométriose, qui sont, semble-t-il, assez liées. C'est un truc que tu constates aussi. Il y a des études qui montrent, Marina vous en parlera peut-être, mais il y a 35 à 40% des patients qui ont l'endométriose qui présentent des symptômes modérés à sévères de dépression. Donc c'est une vraie problématique d'anxiété associée à cette maladie. Est-ce qu'il existe, Johan, un médicament qui soigne l'endométriose ? Alors... Voilà, c'est aussi simple la question. La question est simple, la réponse est plus compliquée. Mais vas-y, je t'en prie. Alors, c'est une maladie bénigne, d'accord ? Ça, c'est quand même Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est pas un cancer. Ok. D'accord ? Mais bénigne, ça ne veut pas dire pas handicapant pour les femmes. On vient d'avoir le témoignage. Mais c'est important de faire le distinguo parce que ça explique deux choses. Ça va expliquer le corps du traitement et ça explique aussi pourquoi c'est in fine les femmes qui restent maîtres de ce qu'elles veulent prendre, de ce qu'elles ne veulent pas prendre, de ce qu'elles veulent faire, de là où elles sont prêtes à aller pour se traiter, de recourir à une chirurgie, de ne pas recourir à une chirurgie, de prendre une thérapeutique hormonale ou non. In fine, c'est les femmes qui ont le maître mot. C'est pas comme un cancer où on vous dit si vous ne faites pas le traitement chirurgical, l'évolution naturelle de la maladie c'est ça et on va vers ça. Là c'est très différent parce que l'enjeu du traitement qui n'est pas un traitement qui fait disparaître les lésions, le traitement médical, il n'a pas pour objectif de faire disparaître les lésions anatomiques, il a pour objectif d'améliorer les symptômes et la qualité de vie. La douleur, notamment. La douleur, entre autres. Et donc, ça c'est hyper important parce que du coup, les patientes, en fonction de la gêne qu'elles ont, de l'invalidité à laquelle elles sont confrontées, de leurs croyances personnelles, de leur job, de tout un tas de paramètres, elles peuvent décider ou pas du type de traitement qu'elles vont nécessiter ou qu'elles vont accepter de recevoir. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, le traitement, il ne fait qu'améliorer les symptômes. Il n'y a pas de traitement spécifique qui fasse disparaître les lésions. Les traitements médicaux a pour objectif vraiment d'améliorer les symptômes et la qualité de vie. Et il n'a même pas pour objectif, alors
de limiter l'extension des lésions, puisque c'est une question qu'on se pose souvent, et c'est une question qui revient souvent avec les patients en consultation, c'est est-ce que si je prends le traitement, ou est-ce que plutôt si je ne prends pas le traitement, est-ce que la maladie va progresser, est-ce que je vais avoir plus de lésions, est-ce que ça risque d'impacter ma fertilité, est-ce que ça risque d'envahir mon tube digestif, etc. Et en fait, ça c'est une question à laquelle on ne peut pas bien répondre, puisqu'il y a des patientes qui sous traitement vont avoir des lésions qui vont stagner anatomiquement, d'autres qui peuvent un petit peu progresser sous traitement et d'autres qui vont avoir des lésions qui vont régresser. Mais ce n'est pas forcément le cœur de ce qui nous intéresse quand on traite les patientes. Deux choses. Kao a parlé d'opération. Est-ce que ça s'opère? Est-ce que les lésions dont tu parles, on peut les supprimer par une opération, les faire disparaître? Alors, il y a effectivement un certain nombre de patientes qui vont bénéficier d'un traitement chirurgical. Il faut comprendre que ce traitement chirurgical, ce n'est pas un traitement de première ligne. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire que ce traitement chirurgical, il vient une fois qu'on a fait le diagnostic de la maladie, qu'on a vraiment évalué l'extension des lésions, qu'on sait où est la maladie. Et chez les patientes, en tout cas pour le motif douleur, puisqu'on va parler après de l'infertilité associée à l'endométriose, mais en tout cas pour le motif douleur, ce traitement il vient en seconde intention après l'échec en général des thérapeutiques médicamenteuses ou l'intolérance à un certain nombre de thérapeutiques. Et ça, c'est hyper important, puisque aujourd'hui, un des objectifs, et je suis désolé pour vous, Kao, mais un des objectifs aujourd'hui, c'est de penser en fait le traitement de ces femmes sur le long cours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être diagnostiqué à 18, 20 ans, 22 ans avec cette pathologie. Il faut imaginer que les patientes ensuite sont en cours d'activité génitale jusqu'à, on va dire, 52 ans, l'âge moyen de la ménopause, même si la maladie ne s'arrête pas après. Il y a encore 1 à 3% des patientes après la ménopause qui continuent d'être symptomatiques. Ah, merde. Donc ça, c'est important. Ouais. Mais disons que l'idée, quand on planifie le traitement, et parler de chirurgie, c'est d'éviter que les femmes soient opérées 2, 3, 4, 5 fois de leur pathologie, puisqu'à chaque fois, ça complique évidemment la chirurgie, ça limite le bénéfice du traitement chirurgical, et donc l'idée, c'est de penser le traitement globalement en prenant en compte les aspirations de la patiente, en prenant en compte son projet de grossesse éventuel pour l'opérer au moment le plus opportun pour elle dans sa prise en charge. Et j'aimerais juste revenir sur ce que tu dis justement en parlant des traitements qui peuvent, entre guillemets, on va dire soulager. C'est vrai que il n'y en a pas énormément et on parle de la pilule notamment qui permet justement dans mon cas de ne pas avoir mes règles, donc de ne pas souffrir on va dire tous les mois. Mais ça reste lourd puisqu'il faut trouver forcément la bonne pilule, ça reste énormément d'hormones, ça reste énormément de contraintes parce que les pilules ont beaucoup d'effets secondaires. Et j'en subis les frais aujourd'hui, évidemment, que ce soit sur on va dire l'anxiété, la libido, les chutes de cheveux, enfin bref, énormément de choses différentes. Et c'est triste qu'on n'ait pas forcément encore de choses, on va dire, stables à ce niveau-là, même juste pour nous soulager au niveau de l'endométriose, puisqu'on subit quand même énormément d'effets secondaires. Et ça aussi, il faut le prendre en compte. Malheureusement. C'est justement la balance. C'est ce que c'est très dur. Je parlais oui, quand je parlais sûr. d'arbitrage des patientes, c'est-à-dire à quel point le traitement il devient plus difficile à vivre parfois qu'un certain symptôme. Il y a des patientes qui font le choix d'arrêter la thérapeutique hormonale, soit parce qu'elles n'en veulent pas, soit parce qu'il y a trop d'effets secondaires et qui préfèrent jongler et avec des antalgiques, qui sont en général les anti-inflammatoires, qui sont les plus efficaces, en tout cas initialement, ou avec les soins de support. Donc c'est tout un tas de thérapeutiques non médicamenteuses. Dernière question pour toi, Johan. Est-ce que l'endométriose a un impact sur la fertilité des femmes? Oui. Ouais. Ça peut. Donc on sait aujourd'hui... Alors, il y a plein d'études qui ont montré que quand il y a un couple qui va consulter, par exemple, pour infertilité, on va retrouver de l'endométriose dans 40 à 50% des cas. Ah ouais. On va retrouver. Ça ne veut pas dire que l'endométriose est responsable de 40 à 50% d'infertilité, mais il se trouve qu'elle est là au moment où on enquête sur l'infertilité. Chez les patientes qui ont des endométrioses sévères, donc avec par exemple une atteinte digestive de la maladie, on sait que les chances de conception spontanée, elles sont altérées, elles sont probablement de l'ordre de 10 à 15%. Donc c'est quand même des éléments assez impactants. Et pour répondre encore un peu plus loin à votre question, on sait qu'il y a certains signes qui sont plutôt prédictifs de difficultés à concevoir, donc certaines atteintes qui font penser qu'une patiente, un couple en général, aura du mal à concevoir spontanément. C'est par exemple l'atteinte ovarienne ou tubaire et l'atteinte étendue, donc digestive, vésicale, etc. Kao, quels sont tes espoirs pour l'avenir ? Qu'est-ce que tu voudrais voir advenir dans un monde idéal, dans les décennies qui viennent, sur ce sujet? Qu'est-ce que tu as traversé que tu voudrais qu'aucune femme ne traverse?
Pour revenir, je pense, à l'éducation sexuelle et autres à l'école, en parler dès le collège. En parler dès le collège. C'est vraiment un sujet dès à l'apparition prendre. des règles. Exactement, en fait, vraiment bien en parler, faire un sujet là-dessus. C'est très important de le dire aux jeunes filles que c'est pas normal, en fait, qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et même, je pense encore maintenant, des mères ou des pères, bien sûr, ne sont pas au courant de l'impact qu'a l'endométriose et ne comprennent pas forcément les symptômes de leur enfant. Donc sur la perception de la Donc maladie. vraiment, voilà, il faut continuer. Les femmes qui ont des règles douloureuses ne sont pas douillettes, elles ne sont pas... Non, mais c'est vrai, elles ne font pas de cinéma. Voilà. Mais c'est les clichés qui ressortent Oui. très souvent. Hein. Ce que tu nous racontes, c'est des clichés qui persistent encore. Et on est parfois abasourdi d'entendre des trucs, on dit c'est pas possible. Les patientes, elles n'ont pas entendu ça dans un cabinet médical, clairement. à honte. Et en fait, c'est encore le cas, malheureusement. Et c'est ça, et aussi pareil, alors moi, c'est mon cas, mais par exemple aussi, il peut y avoir des atteintes, tu parlais de digestif, mais moi, c'est vraiment alimentairement parlant, il y a des choses qui ne passent plus, en fait. J'ai découvert qu'au fil des années, je subissais pas mal d'intolérances qui étaient directement liées. Ouais. Et du coup, je dois faire, on va dire, une croix sur les choses que j'aime. Et ça rentre en compte aussi dans les traitements, du coup, anti-inflammatoires. On va parler de la recherche contre l'endométriose dans la deuxième partie de cette émission. Ma chère Kao, où est-ce qu'on aura la chance de te retrouver? Derrière. Alors ça déjà, ouais, ça c'est dans le studio. Mais pour les gens qui t'ont trouvé passionnante dans cette émission, on te retrouve sur Twitch. Exactement. Kao SVMD. Tout à fait. Allez vous abonner en masse. Et sur Instagram. Et sur Insta principalement. Merci beaucoup ma chère Kao. On va faire encore une fois une micro-pause avec la vidéo de Christelle, médecin-chercheuse à Rennes, professeure d'anatomie, qui continue de nous parler de son travail sur l'endométriose. A tout de suite pour la suite de l'émission. Aujourd'hui, ce qui est recommandé par les sociétés savantes, le premier temps, c'est d'arrêter les règles. Les règles sont le terreau inflammatoire qui auto-entretiennent ces douleurs. Donc c'est d'arrêter les règles et pour ça c'est un traitement de type pilule, œstroprogestative, progestative ou dispositif intra-utérin hormonal dans le but d'arrêter les règles. Est-ce que ce traitement est satisfaisant et le meilleur? En tout cas aujourd'hui, c'est le seul qu'on ait. C'est un traitement symptomatique, mais scientifiquement il marche. Mais qu'il ne faut pas oublier d'écouter les douleurs. Quand on dit écouter les douleurs, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de douleurs. Les douleurs inflammatoires, les douleurs mécaniques, les douleurs neuropathiques, les douleurs par sensibilisation. Donc en fonction de ces douleurs, on va pouvoir mettre en place des traitements adaptés. Donc il y a tout un tas de choses à faire autour de ce traitement hormonal. Dans certains cas, on peut aller jusqu'à la chirurgie. Donc le but dans l'endométriose, c'est de moins opérer, de peu opérer les patientes, de mieux les opérer avec la meilleure technologie et la meilleure technique, et de les opérer au meilleur moment, c'est-à-dire éventuellement au plus proche d'un désir de grossesse ou quand il y a des douleurs qui sont réfractaires au traitement précédent. Alors, les pistes poursuivies par la recherche médicale sont multiples. Le microbiote, est-ce que l'endométriose est due à une bactérie? D'autres axes, les organoïdes, de créer en fait des mini-utérus, des mini-environnements du coup pelviens afin de tester des nouveaux traitements. Je ne vous parle plus de traitements symptomatiques pour arrêter les règles, je vous parle de vrais traitements étiologiques. Également, ce sur quoi je travaille sur la chirurgie, sur l'amélioration des indications chirurgicales et de la technique opératoire basée sur l'intelligence artificielle, sur les profils des patientes, avec une vraie étude sur le long terme en fait de leurs symptômes. C'est très encourageant, très prometteur. Je dirais qu'à la fin, ce qui va vraiment nous permettre d'aller plus loin, c'est cette alliance entre cliniciens et chercheurs pour à la fois relier les lésions, relier la patiente, les symptômes, la radiologie, pour pouvoir en fait proposer aux patientes de vrais traitements personnalisés. De retour sur le plateau de Checkpoint avec la Fondation pour la recherche médicale dans cette émission sur la santé des femmes et plus spécifiquement sur l'endométriose. Nous avons été rejoints sur ce plateau par Valérie Desplanches que l'on retrouve. Tu es toujours la présidente de la Fondation pour la recherche sur l'endométriose. Bonjour. Et nous avons également été rejoints par Marina Vaskov. Salut Marina. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Tu es chercheuse spécialisée dans l'endométriose. Tout à fait. Raconte-nous, on va commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton parcours ?
Oui, alors donc moi je suis épidémiologiste, j'ai étudié la biologie tout d'abord, la biochimie, et puis ensuite les biostatistiques, l'épidémiologie. Et puis j'ai terminé par une thèse d'épidémiologie et santé publique. Et voilà. Et ensuite j'ai fait un postdoctorat à l'étranger, entre l'étranger et la France. Pour les gens comme moi, c'est quoi l'épidémiologie ? Alors l'épidémiologie, c'est la science qui étudie la distribution des problèmes de santé au niveau des populations. Donc c'est par exemple... Alors oui, ça peut être les épidémies. Historiquement, c'était ça. Mais maintenant, on parle d'épidémies. En fait, c'est une concentration d'un grand nombre de cas en un temps restreint. Et c'est pas forcément infectieux, en fait. On peut parler d'épidémie d'obésité. À un moment donné, donc il y a 20 ans, on parlait d'épidémie de canicule même. Voilà. À l'origine, c'était ça, et donc c'est la science qui va étudier la distribution d'une pathologie, par exemple, au niveau populationnel, et qui va aussi étudier ses facteurs de risque. Comment tu t'es intéressée à l'endométriose ? Comment t'en es venue à cette pathologie-là ? Alors pour moi, c'était vraiment complètement par hasard, c'est-à-dire qu'au départ, je voulais absolument travailler sur le cancer, c'était vraiment le sujet qui me passionnait. Et j'ai travaillé sur les expositions hormonales en lien avec un certain type de cancer, qui est le mélanome. Et parce que, bon, voilà, il y avait des hypothèses sur un impact des hormones sur ce cancer. Et la première exposition hormonale que j'ai étudiée, c'est l'endométriose en tant que maladie hormonodépendante. Et en fait, à partir du moment où j'ai lu des choses sur l'endométriose, j'ai été vraiment très touchée par ce que j'ai lu sur cette pathologie. Sur la souffrance que ça causait dans la vie des femmes. Ouais. Et j'ai vu que dans la littérature, il y avait vraiment très très peu de choses en fait. C'était en 2005, la première fois que j'ai commencé à lire des papiers sur l'endométriose. Et donc je me suis dit, mais bon là je me suis lancée sur le cancer, mais en fait, voilà, peut-être qu'en tant qu'épidémiologiste, une fois que je serai formée, je pourrai contribuer à la recherche sur cette maladie. Et donc j'ai terminé ma thèse qui était vraiment, qui s'est transformée une thèse sur les liens entre endométriose et mélanome. J'ai exploré plusieurs hypothèses. Et puis finalement, là maintenant, ça fait 20 ans que je travaille sur l'épidémiologie de la maladie. C'est incroyable, c'est super intéressant. Il y a un truc que je trouve génial dans ce que tu fais, c'est que tu travailles sur l'endométriose, mais tu ne travailles pas toute seule dans un labo avec des pipettes, tu travailles avec des cohortes, avec des gens, avec la population qui peut t'aider. Comment ça fonctionne? Comment ça s'appelle? Alors, donc, déjà, on n'est pas un laboratoire expérimental. C'est vrai, il n'y a pas de paillasse, il n'y a pas de pipette, etc. En fait, mon laboratoire, il ressemble vraiment à un bureau. Donc, il y a plusieurs bureaux et on travaille sur des ordinateurs avec des grosses bases de données. On fait des modélisations statistiques, de la programmation informatique toute la journée. Et en fait, effectivement, on travaille avec des populations. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en réalité, on travaille sur donc deux types d'outils, des cohortes en population. Donc, ça va être des gens comme toi et moi, par exemple, qui à un moment donné acceptent de participer à la recherche, qu'ils soient malades ou non, et qui acceptent de répondre à des questionnaires régulièrement au cours du temps. On a par exemple une grande cohorte en France qui est là depuis 35 ans, c'est la cohorte E3N Génération, où en 1990, il y a 100 000 femmes qui ont accepté de répondre à des questionnaires tous les 2-3 ans. Et donc on a 35 ans, encore aujourd'hui, c'est incroyable. On a 35 ans de recul sur la santé de ces femmes. Exactement. C'est trop bien. Ok, d'accord. Voilà, il y a des cohortes comme ça en population chez les adultes. Il y a aussi des cohortes mère-enfant, c'est-à-dire des cohortes qui ont commencé à suivre les individus in utero, en fait, et qui ont collecté du matériel biologique auprès des mères, et puis ensuite auprès des individus suivis, et qui ont 20 ans de recul maintenant. Donc c'est vraiment fantastique, toutes les données qu'on peut avoir pour étudier la santé des populations. Donc ça, c'est le premier type d'outil, des cohortes en population. Et puis il y a des cohortes de patientes, et donc les cohortes de patientes, c'est un peu la même chose, sauf que ce sont des patientes qui souffrent d'endométriose. Exactement, et qui ont accepté à un moment donné de s'engager dans la recherche, de participer, et de donner de leur temps en répondant à des questionnaires. Et pareil, elles sont suivies au cours du temps. Et là, on peut répondre à d'autres types de questions, comme quels sont les facteurs quels sont les facteurs de progression d'une pathologie. Alors, et voilà. Parlons des facteurs de risque. On a décrit cette maladie tout à l'heure avec Johan et Kao sur ce qu'était l'endométriose, l'impact que ça avait sur les femmes, le diagnostic, etc. Parlons des travaux des chercheurs et des chercheuses. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de notre connaissance des facteurs de risque de l'endométriose? Qu'est-ce qui déclenche cette maladie? Ça vient d'où?
Alors, au niveau des causes de l'endométriose, on a plusieurs pistes. Il y a une piste hormonale, puisque c'est une maladie qui est hormonodépendante. Il y a une piste immunitaire aussi. Il y a même des hypothèses qui laisseraient penser, qui posent la question, est-ce que l'endométriose est une maladie auto-immune? Parce qu'il y a un lien très fort avec certaines maladies auto-immunes. Il y a une piste inflammatoire aussi, puisque c'est une maladie à processus inflammatoire. Une piste génétique. Donc voilà, ça ce sont les pistes. Après, en termes de facteurs de risque, de ce qui a vraiment été observé dans les études épidémiologiques, on a peu de choses en fait. On a par exemple donc différents facteurs selon la période de vie. Donc on va avoir le fait d'avoir eu ses règles précocement, par exemple, donc d'avoir eu ses premières règles, par exemple, avant 12 ans, le fait d'avoir des cycles menstruels courts, donc inférieurs à 24 jours, par exemple. C'est identifié comme des facteurs de risque. Oui, c'est-à-dire que ce sont les facteurs qui ressortent le plus dans les études. Donc voilà, c'est finalement l'exposition à plus de menstruation, plus de règles. Oui. Et il y a aussi le fait d'avoir un indice de masse corporelle plus... Alors je crois que c'est... en fait, le fait d'être plus grande et plus mince est associé à un surrisque d'endométriose. Et puis aussi un poids de naissance plus faible. Pour le coup, c'est vraiment une question de béotien, mais une femme plus grande et plus mince, oui. Tu vois pas le rapport? En fait, c'est curieux, mais l'indice de masse corporelle, c'est un paramètre qu'on observe beaucoup dans les études épidémiologiques parce que ça renseigne potentiellement sur les mécanismes sous-jacents de la maladie. Donc, un indice de masse corporelle... En fait, on n'a pas observé que les femmes grandes et minces avaient plus de risques. On a observé que les femmes qui avaient une silhouette plus large, notamment dans l'enfance, au moment de la puberté, avaient moins de risques d'endométriose que les autres. Et donc, l'une des hypothèses, c'était l'anovulation. En fait, le fait que quand on a une silhouette plus large à ce moment de vie, on a moins de cycles menstruels ovulatoire en fait, donc ça je pense que ça peut être confirmé par Yoann. C'est exactement ça, c'est pour la même raison que par exemple la prise prolongée de thérapeutiques hormonales chez les patients de contraception, par exemple l'œstroprogestatif, c'est un facteur protecteur de la maladie. Pour la même raison, puisque du coup... C'est-à-dire par exemple, quand on prend une pilule œstroprogestative qui contient des œstrogènes et de la progestérone, c'est des pilules qui vont inhiber l'ovulation. D'accord. Qui vont bloquer l'ovulation. On prend le contrôle sur le cycle menstruel de la femme, on bloque l'ovulation avec la thérapeutique hormonale. Donc c'est considéré en tout cas comme un des facteurs protecteurs. Mais ce qui est quand même important dans ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est des facteurs qui sont identifiés, mais qui sont des facteurs faibles. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un risque x100 ou x150 quand on est un peu longiligne ou quand on a des cycles de 24 jours ou versus 28. Et ça, c'est important parce que ça démontre aussi qu'on ne comprend pas encore très bien ce qui se passe, qu'il y a probablement une association de choses. Donc, on a dit une maladie hormonodépendante, immunologique. Aujourd'hui, l'endométriose, c'est pensé beaucoup plus comme une maladie un peu de système, un peu générale qui va, on le sait, par exemple, ça va augmenter les facteurs de risque, le risque cardiovasculaire. Donc, il y a plein de choses qui vont être intriquées dans cette maladie, que ce soit dans l'initiation de la maladie ou dans sa promotion, dans l'extension des lésions. Et c'est ça qu'on essaie de toucher, mais sur lesquels on n'est pas encore bien calé. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque génétiques de l'endométriose? Oui, alors oui, d'ailleurs c'est l'un des facteurs aussi de risque, c'est le fait d'avoir des antécédents familiaux de la maladie. Donc les études de jumelles montrent que l'héritabilité de l'endométriose est de 50%. Donc ça veut dire qu'il y a 50%... L'héritabilité? Oui, en fait la transmission de la caractéristique endométriose. Et donc ça veut dire que la moitié des cas, on estime qu'ils sont d'origine génétique et l'autre moitié d'origine environnementale. Mais quand on regarde les études génétiques qui ont été publiées sur le sujet, qui ont porté sur l'ensemble du génome, il y a plusieurs dizaines de régions génétiques qui ont été impliquées avec l'endométriose, mais elles n'arrivent pas à expliquer ces 50%. En fait, on arrive à 5%. D'accord. Et donc, ce n'est pas une maladie qui est monogénique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gène de l'endométriose, mais il y a une multitude de variations génétiques qui sont associées à un surrisque de la maladie. Il y a beaucoup de recherches, Valérie, qui sont menées sur les facteurs de risque de la maladie, sur ce qui la déclenche.
Ce sont les études épidémiologiques auxquelles Marina fait référence, qui sont vraiment la base, parce qu'avant tout, il faut déjà faire de l'épidémiologie pour comprendre ce qui se passe dans la population. Mais c'est vrai qu'il y a des études sur la génétique, effectivement, qui se font. Mais ce que pointait Marina, c'est la complexité, et Johan aussi, la complexité de la maladie, qui fait que toutes ces recherches sont extrêmement lourdes et coûteuses. Et qu'en fait, si on veut faire une étude sur la génétique de la maladie, compte tenu du nombre de gènes impliqués, etc., c'est assez et je pense qu'il y a un frein aussi sur cette approche fondamentale, parce que c'est extrêmement lourd, en fait. Donc aujourd'hui, on manque encore beaucoup d'études là-dessus. Et on a bien vu, quand on a commencé à aborder la stratégie nationale, qu'il y avait de la recherche clinique, même si elle était insuffisante, mais qu'il y avait très peu de recherche fondamentale. Et donc, on met un peu les choses pas dans l'ordre, en fait. Il faudrait investir d'abord dans la recherche fondamentale là-dessus pour mieux comprendre. Et après, une fois qu'on a compris les mécanismes, on peut faire de l'intervention et essayer de trouver des thérapies, en fait. Donc, c'est un peu maintenant remettre ça dans l'ordre, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. Et on en parlait tout à l'heure sur le traitement très difficile à trouver. Comment est-ce que vous analysez les causes non génétiques de l'endométriose, les autres causes? Facteurs environnementaux. Alors, les facteurs environnementaux... Il y a des travaux de recherche, j'ai vu, qui sont sur les expositions, par exemple, à de la pollution, à certaines substances. Donc ça, c'est ce qu'on va faire en épidémiologie. Donc, on va se baser donc, sur cet outil cohorte en population dont je vous parlais, parce qu'on a besoin de pouvoir comparer des personnes atteintes à des personnes non atteintes. Et le meilleur design, c'est vraiment de se situer dans une cohorte prospective, c'est-à-dire qui a suivi un groupe de personnes au cours du temps et qui a pu observer que certaines développaient la maladie et d'autres non. Et donc, on compare ensuite leurs expositions, et c'est par des modélisations statistiques. On regarde en fait qu'est-ce qui fait qu'on est 0 pour l'endométriose jusqu'à un certain point. À un moment donné, on passe à 1. Qu'est-ce qui explique le passage de 0 à 1 statistiquement? Et donc, on prend en compte les données qu'on a sur les expositions, avec des hypothèses sous-jacentes. Donc, par exemple, si on s'intéresse à la pollution de l'air, qui est l'un des sujets auxquels on s'intéresse dans l'équipe, eh bien, on va prendre différentes sources. Et donc, notamment, on va regarder avec un calendrier résidentiel. Par exemple, là, on s'intéresse à ça dans la cohorte Constance, qui est une cohorte représentative de la population générale française. On a demandé aux participants de remplir un calendrier résidentiel. Et donc, on leur demande toutes leurs adresses au cours de toute leur vie, les endroits où ces personnes ont habité. Et donc, ensuite, pour regarder la pollution ensuite, on met ça en lien avec une base de données sur la pollution au niveau national avec différentes substances. Donc ça, c'est l'exemple de la pollution, mais ça peut être ça avec plusieurs autres choses. Donc ça, c'est un exemple où on va prendre une base de données de référence nationale, mais on peut aussi regarder tout simplement en posant la question aux personnes sur leurs expositions. Donc tout dépend le type d'exposition, mais finalement, bien sûr que moins c'est auto-rapporté et plus c'est robuste. Et on peut aussi, pour une certaine partie d'un échantillon, parce que ça coûte assez cher, faire un prélèvement biologique pour mesurer la concentration de certaines substances. Et donc, notamment, par exemple, on a en ce moment un projet en cours sur les polluants organiques persistants et leur impact sur le risque d'endométriose. Et donc, on peut doser ces polluants dans le sang. D'accord. Est-ce qu'il y a certains perturbateurs endocriniens aussi qui sont regardés de près comme étant des causes potentielles de la maladie? Oui, tout à fait. Donc, il y a les dioxines, par exemple, les pesticides organochlorés, les polychlorobiphéniles, les retardateurs de flamme bromée, et puis ces polluants éternels dont on parle de plus en plus maintenant, les PFAS, les perfluorés. Et donc il y a énormément de plausibilité biologique pour un impact de ces polluants. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de recherche qu'on n'a pas abordés, sur lesquels la recherche travaille et s'intéresse? J'ai l'impression qu'on a balayé un bon... mais... En épidémiologie, oui. Après, ça, c'est un domaine de recherche. Il y a beaucoup d'autres domaines. Voilà, donc il y a effectivement la compréhension des facteurs de risque de la maladie, mais il y a après d'autres champs de la recherche. On a parlé de la recherche fondamentale.
pour comprendre les causes, donc un travail plutôt de paillasse, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire de revenir pour essayer de comprendre comment est-ce que, on va passer du sang qui s'accumule dans le péritoine à développement et promotion d'un certain nombre de lésions, et pourquoi est-ce que certaines patientes ont juste des toutes petites lésions et d'autres ont des formes très extensives de la maladie. Donc la recherche fondamentale. La recherche clinique, et donc ça c'est fait souvent au sein des services hospitalo-universitaires où on essaie, alors nous par exemple à l'hôpital Tenon on travaille beaucoup, on travaille sur la classification anatomique de la maladie avec le professeur Isabelle Thomasin. Donc comment est-ce que quand les patients font des examens d'imagerie, on va classer l'extension des lésions, essayer de prédire et l'évolution éventuellement, la complexité chirurgicale, le risque de complications. Donc il y a un certain nombre d'études qui s'intéressent vraiment cliniquement dans des cohortes de patientes au devenir de ces femmes, soit après chirurgie, soit après thérapeutique hormonale. Donc il y a d'autres façons de faire de la recherche sur cette pathologie évidemment. Après, il y a pas mal de projets aussi qui interviennent sur la douleur. Cette année d'ailleurs on soutient un appel à projet sur la douleur pour essayer de comprendre ce mécanisme qui est quand même terrible, qui est cette hypersensibilisation et qui fait que le cerveau finit par emmagasiner ce message de douleur quand il démarre tôt, en fait. Et ça, c'est aussi pour comprendre le lien entre l'utérus, le cerveau, le système d'innervation, le microbiote, qui est un des axes aussi qui est en train de... Avec cet axe, c'est comment le microbiote peut interagir. Il y a des pistes qui sont en train de s'ouvrir aujourd'hui et qui sont à la fois aussi pour comprendre les mécanismes, mais aussi pour pouvoir trouver des solutions thérapeutiques. Donc, on est quand même en train d'ouvrir des choses aujourd'hui dans l'intérêt des patientes. Et effectivement, on ne peut pas attendre de tout remettre dans l'ordre. Oui. On ne peut pas attendre d'avoir tout compris. On est obligé d'avancer sur plusieurs fronts. Parce que exactement. Sinon... Il y a Lollipopix dans le chat qui demande comment est-ce qu'on peut participer à ces études. Ça tombe bien, parce que je crois qu'on peut participer à ces études, nous, le grand public. Oui, tout à fait. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Compare, je crois. Alors moi, je peux parler de Compare, effectivement. Donc Compare, donc c'est sur le site compare.aphp.fr. C'est un projet de recherche participative. C'est la communauté de patients pour la recherche. Et c'est un projet centré sur les maladies chroniques. Donc il y a 60 000 personnes atteintes de maladies chroniques qui participent. Et on peut participer à Compare endométriose si on est atteinte d'endométriose ou d'adénomiose, puisqu'on travaille sur les deux pathologies. Les deux, ouais. Et donc, en s'inscrivant sur la plateforme, on a accès ensuite à tout un tas de questionnaires en ligne, avec une base de questionnaires à remplir au départ, et puis ensuite des questionnaires auxquels on nous demande de répondre au cours du suivi. Donc, si vous êtes concerné par l'endométriose ou l'adénomiose et que vous souhaitez participer à la recherche, compare.aphp.fr. Tout à fait. Suivez-vous, laissez-vous guider et merci d'avance. Juste si je peux dire quelque chose, il y a d'autres projets auxquels on peut participer. Donc notamment, il y a le projet Multimando. Tu veux peut-être en dire un mot? Non, mais vas-y. En fait, c'est le projet d'une collègue de l'INSERM qui s'appelle Ludivine Dorido et qui travaille sur le sang menstruel. En fait, c'est un projet qui est passionnant, qui est financé par l'Europe et qui vise à essayer de détecter des biomarqueurs de la maladie dans le sang menstruel. Donc le sang menstruel, c'est une matrice qui n'est pas beaucoup étudiée, mais qui est extrêmement riche et qui a beaucoup de potentiel. Et donc, pour participer à ce projet Multimando, ça par contre, je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller. En fait, je pense qu'on va le relayer sur le site de la Fondation, parce qu'effectivement, sinon, je pense qu'il faut aller sur le site de l'INSERM, qui encourage de plus en plus les patientes à participer à la recherche. Oui. Mais on va de plus en plus sur le site de la Fondation relayer, parce que pour recruter des patientes, soit c'est via la patientèle, en fait, dans les centres hospitaliers, soit sur le sang menstruel comme ça, c'est un peu un appel pour que les femmes puissent aller, effectivement, fournir les échantillons. Oui. Il y a aussi le projet d'Axel Brulport, je ne sais pas si elle continue de recruter, mais c'est aussi sur le sang menstruel. Ouais. Et je pense que vraiment la Fondation Recherche Endométriose est un très bon un acteur qui fédère vraiment toute l'information sur la recherche sur l'endométriose en France. Autrement dit, sur le site de la FRE, on peut retrouver tout ça. Oui, tout à fait. Voilà, donc si vous avez un doute, si vous cherchez, c'est le site de la Fondation pour la recherche sur l'endométriose. Tu me fais une transition toute trouvée. Je voulais vous demander s'il y avait des travaux de recherche qui portaient sur l'amélioration du diagnostic. On a vu tout à l'heure avec le témoignage de Kao et ses 10 ans d'errance et de galère etc. et de difficultés à trouver ce qu'elle avait. Voilà. Est-ce que la recherche progresse sur le diagnostic? Johan? Alors, justement, donc avant de parler de pourquoi, on va expliquer pourquoi est-ce qu'il faut qu'on progresse.
On a parlé donc de la sensibilisation aux plaintes des patients, donc ça c'est un point important. Si déjà on n'entend pas la plainte, on ne risque pas de faire le diagnostic. Mais au-delà de ça, il faut comprendre aujourd'hui qu'on a des limites intrinsèques dans les outils qu'on a pour le diagnostic. Quand on fait une échographie ou même quand on fait une IRM, on sait qu'il y a un certain nombre de patientes qui vont être des fausses négatives, c'est-à-dire que l'imagerie ne met pas en évidence les lésions alors même que la pathologie est présente. Même quand vous faites l'IRM dans un centre expert comme le nôtre, on sait qu'il y a peut-être 15% de lésions superficielles péritonéales qui vont être ratées, donc les formes qui sont juste péritonéales, sans infiltration profonde de la maladie qu'on peut rater. Et on va également avoir une difficulté diagnostique, alors pas sur les formes très extensives avec l'atteinte digestive, mais sur les formes très restrictives de la maladie. L'atteinte derrière l'utérus au niveau de la zone qu'on appelle le torus ou le départ des ligaments utérosacrés, qui est une des zones sur lesquelles globalement, je ne dirais pas qu'on se trompe une fois sur deux, mais presque, et c'est des zones qui sont beaucoup plus difficiles à diagnostiquer, et c'est ça aussi qui participe justement de l'errance diagnostique, c'est-à-dire qu'on a des examens d'imagerie qui, par leurs limites intrinsèques, ne permettent pas d'avoir un diagnostic. Et donc c'est aussi un des axes de progression, et parmi les pistes évoquées, donc on a beaucoup parlé récemment du test salivaire pour le diagnostic de l'endométriose. L'idée, c'est pour les patientes pour lesquelles justement on est en situation d'échec diagnostique, c'est-à-dire une discordance entre les symptômes qui sont très évocateurs, patientes qui vous rapportent des symptômes, vraiment vous entendez, vous dites c'est sûr la patiente elle a de l'endométriose, c'est pas possible, et les examens d'imagerie qui sont non contributifs ou très discordants, pour lesquels on peut actuellement dans le cadre d'un forfait innovation, il y a l'étude donc EndoBest, qui est une étude qui est menée dans, je crois, 80 ou 100 centres maintenant français, pour ces patientes donc, qui ont cette discordance, qui peuvent, via un simple test salivaire, avoir une réponse, en tout cas, sur le diagnostic de l'endométriose. Il y a des biomarqueurs dans la salive qui permettent de... Oui, donc c'est des micro-RN, c'est des toutes petites molécules. On ne va pas faire de la biologie très poussée, mais c'est 22 à 26 nucléotides, donc c'est vraiment des toutes petites molécules qui sont des ARN qui ne codent pas pour des protéines, mais qui jouent un rôle, en fait, ces micro-ARN, on les connaît en cancérologie, et on les connaît aussi dans l'endométriose, qui jouent un rôle dans la régulation de plein de fonctions. Donc, dans la promotion de la maladie, ils ont probablement un rôle. Donc c'est intéressant. Tu as parlé tout à l'heure du sang menstruel qui pourrait avoir des biomarqueurs intéressants et qui pourrait aider au diagnostic aussi. J'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle l'endotest. C'est ça. C'est juste ce que tu viens de décrire. C'est exactement ça. Donc le nom, donc c'est commercialisé par une société. Donc ça s'appelle l'endotest. C'est un test qui est encore aujourd'hui à l'étude, puisque l'enjeu de l'étude EndoBest, et tout à l'heure, Kao en parlait, je voulais rebondir là-dessus, mais elle a dit qu'elle avait bénéficié d'une célioscopie à visée purement diagnostique. C'est un des enjeux justement de l'étude EndoBest, c'est de savoir si effectivement ce test permet ou non de diminuer la proportion de patientes qui vont avoir une chirurgie à visée uniquement diagnostique, puisque ça représente encore une femme sur 4, ce qui est quand même énorme. C'est-à-dire qu'une patiente sur 4 qui va devoir bénéficier d'une intervention juste pour avoir le diagnostic, c'est même pas la première étape du traitement. Alors, on ne peut pas faire une émission sur la recherche sans parler du truc à la mode, l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est utilisé? Est-ce que tu travailles avec ça, toi, Marina? Tout à l'heure, toi, Johan, je t'ai entendu parler d'algorithmes qui sont utilisés sur les micro-liaisons. L'IA. Alors l'IA, oui, enfin, c'est-à-dire que petit à petit, on s'y met en fait. Il y a des techniques, voilà. Maintenant, bon, voilà, c'est les statistiques de manière générale, c'est un petit peu de l'IA quelque part, donc bon. Ça l'a toujours été. Voilà. Donc, non, c'est intéressant. Il y a souvent des noms tout à l'heure de data, on parlait de cohortes, qui sont donnés, etc. Mais en fait, ce sont des techniques statistiques. Et après, tout ce qui est IA générative, etc., c'est encore un peu... La santé publique s'y met, effectivement. Je pense que là où c'est très intéressant, c'est quand on a des mégabases de données, comme par exemple les données du système national des données de santé, où d'ailleurs un algorithme a été développé pour identifier l'endométriose, pour pouvoir réaliser d'autres études. Mais il y a plein de choses qui peuvent être faites avec l'IA, effectivement, en termes de prédiction. Mais bon, voilà, après...
l'IA ne peut être bonne que si on a des bonnes données. Donc, en fait, l'IA, oui, bien sûr, c'est intéressant. C'est pas un truc miracle. Il faut l'utiliser, mais c'est pas un miracle non plus. Et donc, ce qu'il faut, c'est surtout designer des bonnes études qui sont robustes et qui vont nous permettre d'avoir une bonne qualité de réponse aux questions de recherche. Il y a quand même, si je peux me permettre juste d'ajouter, il y a des opportunités que nous offre l'IA qu'on va peut-être saisir ou pas. Par exemple, il y a beaucoup d'études dans d'autres pathologies, mais probablement aussi qui commencent dans l'endométriose sur comment est-ce qu'on informe les patientes qui sont très demandeuses de support d'information. Donc comment est-ce qu'on va s'approprier l'IA pour leur donner un canal d'information fiable au-delà des sites de toutes les sociétés savantes qu'elles peuvent trouver. Mais ça peut aussi être une bonne façon de répondre à un certain nombre d'interrogations qu'elles peuvent avoir si on a réussi à s'approprier aussi l'outil. Donc pour l'information des patientes, je pense que ça peut être un point assez important. Peut-être que des jeunes filles qui n'en ont pas entendu parler à l'école vont poser la question à une des IA génératives, pour ne pas les nommer, et peut-être être orientées comme ça vers un professionnel pour un diagnostic. En termes thérapeutiques, il y a quand même aujourd'hui pas mal de sociétés qui s'intéressent à l'IA pour prédire éventuellement de nouvelles molécules ou de nouvelles protéines qui pourraient être pertinentes pour développer des nouvelles stratégies. Et puis, d'un point de vue chirurgical, il y a aussi maintenant pas mal de travaux pour améliorer, on va dire, les performances chirurgicales au bloc opératoire et pour aider à repérer les lésions et pour aider le chirurgien à on en parle en imagerie médicale. Voilà. C'est quand même, il y a des belles perspectives, je pense. C'est intéressant, qu'on s'approprie ces outils parce qu'il y a des choses à faire. Alors parlons un petit peu aussi de la prise en charge. Est-ce qu'il y a des recherches sur la douleur, sur la manière de vivre sa maladie pour les femmes qui en souffrent? Oui, il y a des recherches sur la douleur et effectivement, Johan disait tout à l'heure tout l'impact des thérapies médicamenteuses, notamment des opioïdes, etc. Donc il y a des recherches, malheureusement, pas assez de recherches encore sur tout ce qui est complémentaire en fait. Il y a pas mal de recherches sur les traitements hormonaux pour essayer de trouver des traitements hormonaux, des molécules qui ont moins d'effets secondaires. Donc ça, c'est un pan de la recherche qui avance avec des entreprises qui travaillent dessus. Il y a, je trouve, encore trop peu de recherches sur les thérapies complémentaires non médicamenteuses, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas de preuves scientifiques et que dans la pratique, on dit et on entend des médecins quelquefois qui disent « mes patientes, ça leur fait du bien », donc, mais on ne peut pas dire… Mais elles sont demandeuses. Elles sont à la fois très demandeuses. On sait que… Alors, il y en a chez qui il n'y a pas forcément de vie, mais il y en a plein pour qui ça a vraiment fait un vrai plus dans leur quotidien. Des patients qui ont des douleurs chroniques, qui sont en échec de toute façon les thérapeutiques hormonales, qui vont réussir justement à maintenir un niveau de douleur acceptable et à fonctionner grâce à ces soins de support. Mais la difficulté, c'est que il n'y a pas aujourd'hui encore de protocole uniformisé en kiné. C'est toujours compliqué d'avoir des études. Qu'il y a un certain nombre de discussions sur et l'acupuncture et la sophro, etc. Et on a du mal. Il n'y a pas d'étude aujourd'hui qui ait formellement, en tout cas scientifiquement, montré le bénéfice, même si dans la pratique courante, les patientes sont demandeuses, souvent ça leur fait du bien, et donc c'est vrai que ça fait aujourd'hui partie des choses que nous, en tant que professionnels, on recommande. Est-ce qu'il y a de nouvelles approches thérapeutiques qui sont explorées aussi? J'ai vu tout à l'heure dans le chat une question sur les cannabinoïdes. Est-ce que non mais oui, ça te fait marrer, moi aussi. Est-ce que c'est utilisé? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que Alors, il y a des projets, on voit passer des projets, effectivement. Il y a des projets de recherche. Ah oui, il y a des projets. Okay. Après, voilà, il y a projet et projet. Ça dépend effectivement de la qualité. On n'est pas dans la culture anglo-saxonne où ils ont eu aussi leurs dérives avec l'utilisation des cannabinoïdes à visée thérapeutique. Donc il y a des projets de recherche. Peut-être que ça peut apporter un bénéfice. Ça ne change pas, à mon sens, la question de fond, c'est-à-dire qu'est-ce qui va aujourd'hui driver la maladie? Qu'est-ce qui fait que la maladie va progresser? Qu'est-ce qui fait que la patiente va être symptomatique et l'autre non? Et ce n'est pas aujourd'hui les cannabinoïdes qui, même s'ils peuvent améliorer les douleurs, vont permettre d'apporter au long cours une réponse sur comment est-ce qu'on fait régresser ces lésions ou comment on améliore la fertilité chez ces femmes. Ce qu'on voit, il y a quand même de plus en plus de projets autour de l'immunité, de l'inflammation. Et pas mal de projets, pour le coup, de recherche fondamentale, mais qui peuvent déboucher effectivement sur des choses intéressantes pour comprendre ce que Johan expliquait, pourquoi ces femmes qui ont un reflux menstruel, finalement, ces cellules ne sont pas détruites par le système immunitaire. Et donc, il y a des travaux de recherche qui essaient ou de relancer le système immunitaire, ou de trouver un moyen, finalement, d'adresser cette inflammation pour intervenir à l'origine ou au démarrage de la maladie, en tout cas. Ça, c'est des pistes qu'on voit aussi quand même de plus en plus. Et puis puisqu'on parlait tout à l'heure de l'endotest, donc on a identifié ces micro-RN qui ont
probablement un rôle, alors savoir lequel, c'est pas bien défini, mais dans l'initiation, la promotion de la maladie, il y a déjà des études en cancérologie pour utiliser des contre-MIARN en quelque sorte, pour aller cibler ces micro-ARN au moment où ils jouent un rôle décisif pour peut-être espérer justement inhiber la progression de la maladie. Donc il y a pas mal de pistes à évoquer, c'est plutôt encourageant. Mais il y a encore non, mais c'est fascinant. Je constate en vous écoutant que la recherche travaille sur plein de domaines différents, que ça avance, que ça progresse, à bas bruit peut-être parfois, mais en tout cas ça progresse. Je voulais vous demander comment travaillent les chercheurs. C'est quoi, encore une fois, c'est pour des gens comme moi, assez nébuleux, assez mystérieux aussi, le travail de la recherche. Tout à l'heure, tu nous as décrit ton labo, le travail que vous faites, beaucoup de développement informatique, etc. Je trouve ça super intéressant. Le programme Compare montre aussi que la science, c'est quelque chose de participatif. Vous n'êtes pas enfermé. Oui, tout à fait, tout à fait. On n'est pas enfermé, non. Et d'ailleurs, ça s'y prête beaucoup avec l'épidémiologie, mais on fait aussi beaucoup de communication envers le public, on essaie de faire de la vulgarisation, d'engager le public dans la recherche. Mais la manière dont travaillent les chercheurs, en fait, il y a une grosse partie de notre activité, par exemple, qui est d'aller chercher de l'argent, en fait, pour pouvoir faire nos programmes de recherche. Donc, on va travailler sur des projets parce que, voilà, depuis plusieurs décennies, la recherche est financée par projet. Par appel à projet, oui. Donc, bon, il faut qu'on puisse répondre à l'appel à projet en question pour pouvoir avoir des fonds qui vont nous permettre de faire la recherche. Donc, une bonne partie du temps, c'est ça. Et puis ensuite, il y a toute la préparation. Alors, en épidémiologie, ça va être la constitution d'une base de données. Donc, quand on a la chance de pouvoir travailler sur des cohortes prospectives qui ont déjà accumulé plusieurs années de suivi, les données sont là, on peut les analyser. Mais pour un projet de novo, il faut commencer la collecte depuis le départ, ça prend énormément de temps. Et puis après, il vient la partie d'exploitation de la base, de nettoyage, et puis d'analyse, d'interprétation des résultats. Et dans un laboratoire de biologie expérimentale, par exemple, il y a aussi toute la partie, selon qu'on travaille in vitro, sur des cellules, ou in vivo, sur des in vivo, oui c'est ça, donc sur des modèles animaux. On peut aussi travailler ex vivo avec maintenant ce qu'on appelle les organoïdes, qui sont des répliques d'organes sur une puce qui permettent de tester des hypothèses physiologiques ou bien de tester aussi certaines molécules. Donc voilà, tout ça c'est vraiment fascinant. Donc là aussi, il y a toute une préparation qui est propre à ces domaines-là de recherche. Johan, toi tu es médecin à l'hôpital Tenon, tu rencontres des patientes tous les jours. Est-ce que tu participes à des travaux de recherche ? Oui, en fait, moi je suis maître de conférence à la Sorbonne Université et donc j'ai cette casquette médecin et chercheur. Et donc effectivement, beaucoup de nos projets de recherche viennent aussi de notre quotidien, des rencontres qu'on a avec les patientes, de la perception qu'on a parfois de leurs problématiques, et puis des trous qu'il y a dans la littérature, des choses qu'on ne connaît pas encore. Et donc la recherche, elle vient vraiment s'intriquer de manière assez intime avec l'activité clinique pour nous. Et beaucoup de projets de recherche naissent justement des difficultés qu'on peut avoir au quotidien, soit typiquement à classer les lésions, parfois ça pouvait ne pas être satisfaisant, donc on se dit qu'on va travailler sur une autre façon d'aborder la classification des lésions d'endométriose, une autre approche chirurgicale, donc c'est aussi comme ça que viennent les projets, et c'est vraiment un travail de groupe, c'est-à-dire on ne fait pas de la recherche seul dans son coin. Non. On collabore avec d'autres équipes, avec d'autres centres hospitaliers. C'est pas quelque chose de solitaire, la recherche. C'est même international, européen. Je suppose que vous travaillez aussi dans des revues. Enfin, je le suppose, mais ça t'est utile aussi d'être au contact des patientes, les témoignages comme celui de K.O. qu'on a entendu tout à l'heure. Ça t'est utile dans ce travail de recherche ? C'est utile pour mesurer les problématiques déjà, puisque avoir conscience des problématiques entre guillemets de terrain, c'est hyper important. Et puis, évidemment, être au contact des patients, ça nous aide à inclure. Alors, il y a les données épidémiologiques sur des bases nationales, mais il y a aussi beaucoup de cohortes dans tous les centres hospitalo-universitaires qui sont des cohortes, on va dire, internes, où on va collecter, par exemple, nous, des données sur toutes les patientes qui ont bénéficié d'un traitement chirurgical avec, par exemple, une résection digestive pour essayer d'analyser qu'est-ce qu'on a bien fait, quelle patiente peut-être va le plus bénéficier du traitement chirurgical ou quelle patiente va en bénéficier le moins, quelle technique est moins invasive pour la patiente. Et donc, c'est tout ça qu'on essaie d'identifier pour aussi optimiser les soins qu'on va leur apporter.
Valérie, comment est financée la recherche sur l'endométriose? Alors, il y a 2 grands pans, mais comme toute recherche, il y a un financement public. Ouais. Il se trouve que la recherche sur l'endométriose a bénéficié de la stratégie nationale qui a été effectivement mise en place il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Stratégie nationale de quoi? Sur l'endométriose, Sur l'endométriose, d'accord. Complètement dédiée à l'endométriose, effectivement, avec plusieurs axes. Un axe qui est la prise en charge, un axe qui est le diagnostic, un axe qui est effectivement la recherche, notamment. Et donc, il y a une dotation de plusieurs millions qui a été faite pour la recherche sur l'endométriose, avec ce qu'on appelle le PEPR, un programme et les équipements prioritaires de recherche dédiés à la santé des femmes et santé des couples, avec une partie sur la fertilité et une partie sur l'endométriose, et qui a permis de doter notamment un projet épidémiologique important et un consortium qui va travailler sur la recherche. Donc ça, c'est la partie publique. Ouais. Qui est mieux que ce que c'était avant, j'allais dire parce qu'il n'y avait pas grand-chose, mais qui est largement insuffisant si on pense aux besoins évidemment de la recherche, parce que quelques millions sur 5 ans, avec plusieurs équipes, ça ne fait pas beaucoup au bout du compte. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça permet de lancer des choses, parce que du coup, il y a eu des gens qui s'y sont intéressés, qui ont lancé des projets, etc. Mais ça reste insuffisant. Il y a des financements européens aussi, auxquels, effectivement, comme le disait Marina, les chercheurs essaient de répondre. Et il y a tout le financement privé qui, finalement, historiquement, dans la recherche médicale, a toujours été extrêmement important. C'est tout le travail des fondations, d'apporter des financements privés pour que les chercheurs puissent effectivement s'intéresser à la maladie. Marina le disait, et c'est toujours horrible, on dit que c'est à peu près la moitié du temps d'un chercheur qui est consacré à chercher des financements. Et en fait, c'est épouvantable. Et en plus, c'est rébarbatif. Honnêtement, personne n'a envie de faire tous ces dossiers administratifs pour aller chercher de l'argent dont on ne sait pas du tout ce que ça va être à la sortie, parce qu'on est souvent, la plupart du temps, on n'est pas retenu parce qu'il y a plein de demandes. Donc c'est très frustrant, et je pense que les financements privés sont là pour aider les chercheurs, justement, à les accompagner et à développer leur recherche. Et là où il n'y a pas de financement, il n'y a pas de chercheurs. Un chercheur s'intéresse à des sujets qui sont financés. Et c'était toute la difficulté sur l'endométriose, c'est comme il n'y avait pas de financement, il n'y avait pas de chercheurs qui travaillaient dessus. Et donc en fait, voilà, l'idée, c'est d'apporter ces fonds pour effectivement stimuler aussi l'envie des chercheurs de travailler sur le sujet. D'où l'intérêt de la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, qui participe à juste faire exister le sujet. Au moins, et qui est unique en fait, parce qu'en fait, on est les seuls en France et en Europe. Ce qui est quand même fou quand on pense, et c'était une grosse surprise quand on a créé la Fondation, c'est de se dire qu'en fait, ça n'existait pas, alors que ça touche 1 à 2 femmes sur 10. Mais pour comprendre à quel point c'est quand même aberrant cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, on pense que l'endométriose, ça coûte à peu près à notre société 9,5 milliards. 9,5 milliards chaque année. Chaque année. Ouais. Donc, on est en période de débat budgétaire à l'Assemblée, c'est le moment. Oui, si quelqu'un nous entend, c'est le moment. N'est-ce pas les députés ? mais du coup, c'est intéressant. Pour comprendre quand même qu'en termes d'investissement, c'est pas un investissement vain, c'est un investissement, mais c'est un énorme retour. Même dans les entreprises, c'est 11 à 19 jours d'absence chaque année. C'est des pertes de performance. De perte de performance, des patients. Il y a l'absentéisme, mais il y a surtout le présentéisme. Comprendre l'impact, c'est fou. Non, mais il faut le dire, ça ne se résume pas à ça, mais si on veut être cynique 2 minutes, ça représente. Il y a un retour majeur sur investissement. Si on regarde ne serait-ce que l'argent, c'est pas 10 millions qu'il faut investir, mais c'est des fonds phénoménaux pour qu'on prenne vraiment ce problème à la hauteur de ce qu'il représente pour la société. Il faut d'urgence financer la recherche sur l'endométriose. Si ce n'était pas clair depuis le début de l'émission, ça l'est encore plus maintenant. Il y a eu un sondage dans le chat. Combien de personnes parmi vous ont une proche concernée par l'endométriose? 60% du chat a répondu moi. Donc voilà, ça ne vous étonnera pas. On est toutes et tous concernés de près ou de loin. Merci, chers amis, pour ces échanges. Avant de conclure cette émission, on va se retrouver en plateau. Une petite vidéo de Fanny, qui est une patiente concernée par l'endométriose pour la Fondation pour la recherche médicale. Merci Johan, merci Marina. Merci. Valérie, tu restes avec moi. Je reste. À tout à l'heure. J'ai attendu une bonne dizaine d'années avant d'avoir un vrai diagnostic d'endométriose et de comprendre ce qui me faisait mal au quotidien. Dès mes premières règles, vers 11 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs. C'était vraiment des douleurs insupportables. Donc très rapidement, on m'a mise sous pilule contraceptive que j'ai gardée pendant de nombreuses années, jusqu'à l'âge de 22 ans, où cette pilule contraceptive m'a provoqué un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et du coup, j'ai dû arrêter cette pilule. Et c'est en arrêtant ce traitement que l'endométriose s'est déclarée, s'est enflammée et a commencé à chambouler mon quotidien.
J'ai commencé à avoir mal tous les mois, mais à chaque moment du cycle, pendant mes règles, mais pas que pendant mes règles. J'avais des douleurs qui m'irradiaient dans les jambes, dans le bas du ventre. J'avais des douleurs tout le temps, sans comprendre ce qui se passait. Donc ça a été un grand point d'interrogation pendant plusieurs mois, plusieurs années. À cette époque, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'aller aux urgences parce que la douleur était telle que je ne savais plus quoi faire et que des médicaments assez classiques ne suffisaient pas pour enrayer la douleur. Et souvent, on m'accueillait en me disant qu'on ne pouvait rien pour moi, que c'était normal et que ça allait passer. Un jour, je me suis rendue une énième fois aux urgences. J'avais un kyste qui s'est rompu. Et j'ai commencé à faire une hémorragie interne. Donc c'est là où on m'a parlé de la maladie. On ne m'a pas expliqué grand-chose. Suite au diagnostic, on m'a proposé peu de possibilités de traitement parce qu'avec cet antécédent d'AVC, il y a peu de choses qui existent aujourd'hui pour accompagner. On m'a proposé un stérilet qui est quelque chose qui est assez difficile à vivre quand on a des règles hémorragiques, des stérilets en cuivre, donc j'ai pas pu y prétendre. Et la seule chose qu'on m'a proposée ensuite qui a pu fonctionner un petit peu, c'était me mettre sous ménopause artificielle. Ça a été quelque chose de difficile à vivre parce qu'on était déjà dans un désir d'enfant avec mon mari, que c'est quelque chose qui ne s'est pas passé, qu'aujourd'hui j'ai vécu plusieurs grossesses arrêtées et qu'on n'est pas devenus parents. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les traitements que j'ai pu tester, les chirurgies, le constat est un peu le même, c'est que l'endométriose est toujours là, elle ne cesse de croître, de flamber et d'être très douloureuse au quotidien. La recherche médicale, elle doit avancer sur pas que le fonctionnement de l'endométriose, mais aussi tous les types d'endométriose, pourquoi ça vient nous provoquer autant de douleurs neuropathiques. Il y a toute une sphère à découvrir. Je sais que la recherche, c'est pas pour moi tant qu'elle va avoir un impact, mais vraiment pour demain. J'ai beaucoup d'espoir pour que ça bouge dans ce sens-là. De retour sur le plateau de Checkpoint avec la Fondation pour la recherche médicale, émission spéciale sur la santé des femmes et plus spécifiquement l'endométriose. On a passé toute une émission passionnante, j'ai appris énormément de choses. Je suis très admiratif du travail de recherche qui est mené. Valérie, tu nous as rejoint sur ce plateau en conclusion. Est-ce qu'il faut encore améliorer la prise de conscience collective sur le sujet de la santé des femmes ? Oui. Non, mais je pense que cette émission, j'ai écouté avec beaucoup d'attention, c'était vraiment passionnant. C'est un bel exemple, en fait, de partage et d'information de l'état de la recherche, de ce que la recherche peut amener pour la prise en charge des patientes, et notamment atteintes d'endométriose, c'est essentiel, oui. Il faut démultiplier ce genre de... Il faut démultiplier ce genre d'émission. Ouais, non, mais et de prise de parole, oui. C'est rare qu'on ait le temps, là on a pris 1h30 pour se poser, parler du sujet de A à Z avec des témoignages, avec des gens concernés, des gens qui font de la recherche, des praticiens. Enfin voilà, on a construit cette émission. Moi je me rends compte que c'est une émission, enfin pas une émission pardon, mais un sujet, l'endométriose, qui en fait recouvre plein de sujets différents, plein de champs de recherche, plein de sujets pour les femmes concernées. Et du coup j'ai l'impression qu'on aurait pu faire 10 émissions, qu'on n'aurait pas épuisé le sujet, c'est difficile. Oui, parce qu'il y a l'impact social aussi. Enfin, il y a vraiment, là, on a parlé de la recherche et de l'aspect médical et de la santé, mais ça a vraiment un impact social sur la vie professionnelle, sur l'économie d'un pays, en fait. Donc, c'est vraiment... Les conséquences, elles sont vastes, en fait. C'est la santé des femmes, mais c'est aussi la santé des couples. C'est un impact très fort au niveau c'est une maladie qui a aussi familiale. un impact, évidemment. Sur les proches. Sur les proches, bien sûr. Valérie, tu as commencé à en parler tout à l'heure. Je voudrais qu'on revienne dessus. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie nationale de lutte contre l'endométriose lancée en 2022 par le président de la République? On en est où? Alors, elle a été mise en place petit à petit, en fait. Ce que je voudrais quand même dire, parce que j'y tiens et c'est important, cette stratégie, elle a vraiment émergé à la suite d'une action qui est l'action d'une association de patientes. Et on voit de plus en plus que la recherche et les grandes actions sont souvent à l'initiative des patients. Et c'est vraiment l'association EndoMind qui a fait un plaidoyer, mais incroyable, pendant plus d'une année, qui a rencontré 350 parlementaires, qui ont fini par poser des questions à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement. Et à l'époque, c'était Olivier Véran qui était ministre de
la Santé qui a effectivement dit, bon, j'ai entendu et j'ai demandé à mon équipe de travailler sur le sujet et ça a été le démarrage de la stratégie nationale. La France est la... C'est super intéressant ce que tu dis, c'est une association, ce sont des femmes, des patientes qui se sont mobilisées et qui ont fait bouger le politique. C'est ça. En levant vraiment le voile, en expliquant, et il y a forcément des interlocuteurs en face, des femmes parlementaires qui étaient concernées, enfin, il y a vraiment un mouvement qui s'est mis en place, et c'est ça qui a enclenché effectivement la stratégie nationale, avec, comme je le disais, ces différents aspects. Il y a la recherche, mais pas que, et un des aspects qui a pas mal avancé, c'est la prise en charge avec la mise en place de filières de soins dédiées à l'endométriose, qui fait que c'est pas encore tout résolu, ça se met en place dans différentes régions. Il y a à peu près une douzaine de filières en France, mais où normalement on commence à pouvoir avoir accès à des professionnels de santé qui sont formés sur l'endométriose pour pouvoir être pris en charge. Donc ça prend du temps, mais ça a quand même permis d'amorcer quelque chose. C'est bien, tant mieux. Quelles sont les marches qui restent globalement à gravir contre l'endométriose ? Beaucoup. C'est presque, j'allais dire, c'est presque toujours les mêmes en réalité. C'est-à-dire que même si on a avancé, il y a toujours le tabou. Même si dans les jeunes générations, il y a moins ce tabou-là, mais il y a quand même toujours ce tabou d'être stigmatisé ou de penser. Elle l'a dit, K.O., je pensais que c'était dans ma tête. Ça existe encore, ça s'est amélioré, mais ça existe encore. Donc en fait, les freins, ils sont quasiment toujours les mêmes. Il faut continuer à repousser les frontières. Parce qu'en fait, il n'y a pas de nouveaux freins, c'est toujours les mêmes qui reviennent, qui ne sont pas encore résolus. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne conscience. Ce qui me fait, moi, plaisir, c'est qu'il y a 4 ans, quand j'ai commencé à prendre le sujet, il y avait des gens qui ne savaient même pas prononcer endométriose. Il y avait ceux qui ne savaient même pas ce que c'était et qui ne connaissaient pas le mot. Il y avait ceux qui n'arrivaient pas à le prononcer. Puis il y avait quelques-uns qui savaient ce que c'était. Donc on avance, mais les barrières, elles sont toujours là. C'est le manque de financement sur la recherche, c'est le manque de chercheurs qui travaillent dessus, c'est le manque d'information. Les adolescentes, aujourd'hui, on a un vrai sujet chez les adolescentes. Il faut prendre cette pathologie le plus tôt possible. Et on essaie un peu de dire non, mais il vaut mieux voir plus tard. Non, il faut adresser les adolescentes. Une jeune fille qui a des douleurs, sa scolarité est impactée, son avenir professionnel est impacté, sa vie sociale est impactée. Donc il y a vraiment des enjeux aujourd'hui. C'est ce que disait K.O. Qui ne sont pas encore adressés, exactement. Quand je demandais à K.O. qu'est-ce qu'elle espérait pour l'avenir, le seul truc dont elle a parlé, c'est les jeunes filles. Mais oui. L'information des jeunes femmes. Mais je trouve que ça rejoint aussi la formation des professionnels. Oui, alors on parle bien sûr des médecins comme Johan, certes, mais je pense aux infirmières scolaires. Les infirmières scolaires, bien sûr. Dès le plus jeune âge. Mais là encore, ce sont les associations de patientes, et c'est ça qui est incroyable. Ouais. Les formations pour les infirmières scolaires sont des associations de patientes qui développent des kits spécifiques pour former les infirmières scolaires à écouter et à orienter les jeunes filles. Donc il y a quand même toute une partie de la société civile, en fait, qui malheureusement n'a pas assez les moyens. Elle bataille pour avoir des subventions, mais ce sont elles qui développent des outils, les modules d'éducation thérapeutique patiente, qui sont extrêmement efficaces dans la prise en charge. Ce sont les associations de patientes qui les prennent en charge. Il y a vraiment des choses qui sont déséquilibrées dans le paysage et qui devraient être un peu mieux équilibrées aujourd'hui. Après, je pense que tu connais davantage le sujet. Mais moi, j'ai le sentiment que l'école, le travail aussi. Oui, le travail, bien sûr. Oui, au travail, dans l'entreprise. Oui. On a parlé... Des leviers à activer. Bien sûr. On n'en a pas beaucoup parlé dans cette émission, parce qu'on s'est focalisé sur la recherche, mais il y a la question du congé menstruel aussi, qui fait l'objet de débats, de discussions, de mise en place dans certaines administrations, dans certaines entreprises, dans des accords d'entreprise et tout. Il y a un message dans le chat que je trouve très beau, Elenoub, qui dit « Nous méritons toutes une vie sans douleur, nous méritons toutes d'avoir le droit de nous plaindre, de chercher à aller mieux, de se reconnaître en difficulté, nous méritons une vie digne ». C'est un peu la morale de cette émission, je suis assez d'accord. C'est parfait. C'est vraiment ça. Oui, tout à fait. Est-ce que... Non, c'est pas une question, c'est une affirmation. La FRM est très fière de la création de cette fondation pour la recherche contre l'endométriose. Et en plus, c'est vrai que les premières discussions, il y a plus de 5 ans maintenant. On les a eues toutes les deux. Et moi, et c'était dans une période compliquée, parce que c'était en 2020. Mais très très vite, on a, quand je dis on, la gouvernance de la FRM a été convaincue, séduite par le projet de création de cette fondation abritée. Parce que le sujet d'importance majeure, parce que le projet en lui-même déjà très bien construit. Et puis le dynamisme de l'équipe, et notamment celui de Valérie, a fini par emporter le tout.
Fondation pour la recherche sur l'endométriose. Vous allez sur leur site internet. Voilà, il s'affiche à l'écran. Vous trouverez sur ce site internet des projets de recherche dont on a parlé, dans lesquels vous pouvez participer, vous aussi, aider la recherche en répondant à des questionnaires, par exemple, en vous impliquant. C'est tout à fait possible. L'autre site internet à ne jamais rater, c'est toujours celui de la Fondation pour la recherche médicale. Là aussi, vous retrouverez beaucoup d'actions de recherche avec plein de sujets passionnants. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux de la Fondation pour la recherche médicale pour être tenu au courant des actualités de cette belle fondation. N'hésitez pas aussi à aller sur sa chaîne YouTube pour retrouver les autres épisodes de cette émission Checkpoint. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à JK, merci beaucoup à la FRM. C'était un grand plaisir. Merci à toutes et à tous. Au revoir tout le monde.